Bonjour, alors depuis que Jean-Luc Mélenchon a proposé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2017, il a été décidé de solliciter un certain nombre de personnes ou d'organisations qui peuvent éclairer notre compréhension des problèmes qui se posent au pays. Dans cette perspective, l'équipe qui est chargée de coordonner le programme pour 2017, elle est dirigée par deux universitaires, Madame Charlotte Girard, juriste, et Monsieur Jacques Généreux, économiste. Et cette équipe elle a souhaité lancer une série d'auditions auprès de chercheurs et d'acteurs de terrain. Aujourd'hui, l'audition va être consacrée au thème de la sécurité que je vais co-animer avec Amélie. Le premier chapitre du programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est relatif à la convocation de l'Assemblée constituante et à la 6e République, porte d'une façon générale sur la refondation républicaine des institutions et de la société française en général. Et évidemment, le thème de la sécurité, le thème de l'audition d'aujourd'hui, c'en est l'une des dimensions. C'est un sujet qui correspond à deux exigences qui sont au cœur du pacte républicain. D'une part, la citoyenneté qui suppose à la fois la protection de l'individu, la protection des droits de l'individu, et aussi le civisme, c'est-à-dire le fait pour l'individu d'œuvrer pour le bien commun, pour le bien de la collectivité, et d'autre part, le légitime souci de protection des biens et des personnes doit évidemment se combiner, se concilier avec l'exigence de protection des droits fondamentaux et des libertés publiques ou privées. Et j'ajoute qu'il paraît d'autant plus utile d'avoir une réflexion sur le sujet de la sécurité au regard des événements qui se sont produits ces jours-ci jusqu'à hier. C'est pour bénéficier de vos analyses sur ces sujets que nous avons souhaité vous inviter pour cette audition, Laurent Bonelli. Vous êtes un universitaire, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Paris-Nice-Nanterre, et vous êtes spécialisé sur les questions de sécurité urbaine, de surveillance, de lutte contre le terrorisme. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur ces sujets. On peut notamment citer La France a peur, une histoire sociale de l'insécurité, paru en 2008 à la découverte, où vous analysez notamment le traitement médiatique dans les discours publics des questions de violence et d'insécurité. Compte tenu de vos travaux universitaires, nous avons souhaité pouvoir bénéficier de votre éclairage sur ces thématiques, en particulier sur des thèmes comme l'organisation de la police, les phénomènes de délinquance, les processus de radicalisation ou la lutte contre le terrorisme. Alors nous serions intéressés à la fois par les constats que vous pourriez dresser et par les propositions d'action publique que vous pourriez formuler. Par exemple, les mesures que vous pourriez suggérer à un éventuel ministre de l'Intérieur. Alors je vais vous donner la parole pour 20-25 minutes et puis ensuite on pourra commencer un échange jusqu'à, mettons, à peu près 20 heures. Donc je vous donne la parole. Ok, merci. D'abord, merci pour cette invitation. Bon, ça commence mal. Je pensais qu'on allait m'offrir un poste de ministre de l'Intérieur, mais bon, c'est pas grave. Ça dépend de ce que vous allez dire. Ah, voilà. Je pensais que, voilà, minimalement, voilà, on ne se déplaçait pas pour rien. Bon. Non, alors, ce que je vais faire, effectivement, c'est un propos liminaire pour, je pense, permettre un petit peu d'introduire la discussion sur des sujets qui sont à la fois aussi publics que souvent aussi peu connus. C'est-à-dire au fond, on parle beaucoup de sécurité, mais finalement peu de gens travaillent très concrètement sur qu'est-ce que ça veut dire la police, qu'est-ce que c'est les métiers policiers, quelles sont les contradictions du contrôle d'un certain nombre de déviances, etc. Alors, moi effectivement je travaille depuis une vingtaine d'années sur ces questions-là, vous l'avez rappelé dans l'introduction. Avec plusieurs focales, je dirais, les questions finalement de gestion des désordres urbains dans un certain nombre de quartiers périphériques ou de quartiers de centre-ville, c'est un des aspects, mais aussi, alors c'est des aspects plutôt policiers, mais aussi des aspects judiciaires, puisque j'ai notamment conduit des travaux sur la justice des mineurs, on a beaucoup travaillé sur les prises en charge des dispositifs des mineurs, mais aussi sur, et c'est l'autre volet de mes travaux, les questions de l'antiterrorisme avec des entretiens depuis de longue durée maintenant avec des professionnels de renseignement, des différents services de renseignement, et aujourd'hui un terrain qui a commencé il y a 1 an sur l'antiterrorisme au TGI de Paris, c'est-à-dire avec l'étude de dossiers très concrets, je dirais, de passage à l'acte en matière terroriste. Alors, comme propos introductif, je pourrais dire qu'au fond, ce qui frappe l'observateur contemporain de de sécurité, c'est d'abord l'extraordinaire inflation des mesures, des discours sécuritaires. C'est-à-dire que
je ne suis pas juriste, certains le sont, si vous faites la somme des lois qui concernent les questions de la sécurité, si vous faites la somme des modifications du code de procédure pénale, du code pénal, c'est absolument gigantesque ces 20 ou 25 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une inflation absolument extraordinaire de ces mesures, qui vont, je dirais, toujours un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire un durcissement des peines, la pénalisation de nouveaux comportements, de nouveaux délits, par exemple la fraude d'habitude dans les transports en commun, ce genre de choses. Donc, inflation tout à fait extraordinaire de mesures, ça c'est un point, et inflation qui l'accompagne des discours, et notamment des discours politiques sur les questions de sécurité, puisque vous savez maintenant que depuis au moins la fin des années 90, en France, mais pas simplement, je dirais, la question de la sécurité est devenue un objet politique à part entière. Voilà. Alors, ce point de départ, il ne va pas de soi, parce que, évidemment, ça n'a pas toujours été ainsi. Et ce qui est d'abord surprenant, et quand on travaille politiquement, c'est aussi essayer de comprendre cette question-là, puisque, par exemple, dans les années 60-70, les questions de délinquance, elles existent. Je veux dire, on n'a pas une société qui aurait été exempte de la délinquance, y compris même, je reviendrai tout à l'heure, vous avez des formes de violence beaucoup plus importantes que celles que l'on peut connaître aujourd'hui, mais la question de la sécurité est une affaire de professionnels. Magistrats, policiers, éducateurs, etc. Ce n'est pas quelque chose, un thème qui est saisi politiquement. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce que l'on observe à la fin des années 90 est une sorte de reformulation, de formulation, on pourrait dire, d'une sorte de consensus punitif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans les années 60, 70, les questions de délinquance dans leur ensemble, mais c'est vrai aussi pour les questions de violence politique, j'y reviendrai, s'accompagnent de l'idée qu'au fond, il y a des gens qui se sont trompés de chemin. Il y a des gens qui se sont trompés de chemin. On le disait d'ailleurs en ces termes-là, en disant il faut les ramener dans le droit chemin, par exemple, c'est un terme très commun à l'époque. Et ramener les gens dans le droit chemin, ça suppose donc valoriser des idéaux, en tout cas, de réhabilitation, c'est-à-dire de remise en jeu des gens qui, à un moment donné, auraient pu commettre un certain nombre de crimes ou de délits. Et d'ailleurs, il y avait toute une réflexion, notamment en matière de philosophie pénale, sur l'idée que, au fond, une fois qu'on a purgé sa peine, qu'on a payé notre dette à la société, les gens devaient être remis dans le droit chemin. Bon, remis, en jeu dans la société. Vous verrez que ce genre de choses ne vont plus du tout de soi, avec les fichiers, avec des questions comme la retention de sûreté, avec tout un tas de choses. Aujourd'hui, l'idée que, par exemple, le casier judiciaire, organiser le casier judiciaire, ce n'est pas une aporie du droit pénal, c'est une réflexion philosophique sur la peine qui consiste à dire on peut effacer, à un moment donné, la mémoire que ces gens ont commis des faits, et ça, c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision administrative, ce n'est pas une décision technique, c'est une décision politique. Donc, ce qu'on voit à la fin des années 90, on n'est plus du tout là-dessus, on est au contraire sur un consensus qui est un consensus tout à fait important, qui est un consensus punitif, c'est-à-dire il s'agit de mieux punir, de punir davantage, et c'est notamment ce que vous retrouvez sur toute la logique de l'inflation, de ce qu'on appelle la réponse pénale. Aujourd'hui, notamment, il n'y a plus un ministre de la Justice qui n'ait pour obsession de dire, voilà, la justice répond dans 97% des cas, etc. Bon. Même si on se rend compte que l'essentiel de ces réponses pénales était faite sous d'autres formes auparavant. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la troisième voie pénale, c'était grosso modo les policiers qui le faisaient auparavant, de manière informelle, et aujourd'hui, bon, etc. Donc, inflation très largement, vous voyez, de politique de la délinquance, de surcroît, cette question politique, je dirais, déborde le camp politique dans lequel elle avait vu le jour, c'est-à-dire qu'il y a un brouillage des frontières entre, grosso modo, la droite et la gauche, pour l'intérêt sur les questions de sécurité. C'est quelque chose qui est tout à fait important. Très longtemps, la thématique de la sécurité a été attachée aux formations politiques de droite. Pour le dire très rapidement, je vous renvoie au débat sur la loi sécurité-liberté, par exemple, de 1980. Bon, la loi sécurité-liberté, pour vous rappeler, quand même, pour vous donner un élément quand même de contexte, elle fait passer la garde à vue de 24 à 48 heures. Et les députés socialistes, à l'époque, disent « cette loi est plus liberticide que les lois de Vichy ». Ouais. Je vous rappelle que la prochaine loi antiterroriste, qui va être prise très bientôt, portera en matière antiterroriste à 8 jours. La garde à vue, elle est actuellement à 6 jours, ce qui est déjà bon. Vous voyez, 1980, je ne suis pas non plus en train de vous voyez, du Moyen-Âge. Même moi, je l'ai connu, c'est vous dire. Donc, reformulation, vous voyez, à la fois inflation, reformulation de cette question. Dernier point, qui est... alors pourquoi je parle de ces éléments de contexte? Parce qu'ils sont intéressants et importants, je pense, si on veut fabriquer une réflexion politique sur la sécurité. C'est qu'au fond, la question de la sécurité, au terme d'un certain nombre de processus sur lesquels je pourrais revenir, c'est au fond autonomisé. C'est-à-dire que la sécurité a été désencastrée de la question sociale
dans laquelle elle existait auparavant. C'est-à-dire, c'est devenu un problème en soi et pour soi. Et vous allez voir que je pense que sans doute que l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de réencastrer la sécurité dans la question sociale. Non pas pour dire que les inégalités sociales résolvent automatiquement la question de la sécurité, pas du tout, mais parce que l'autonomiser, ça pose toute une série de problèmes. Bon. Alors, ce que on peut faire comme constat rapide à l'issue de ce mouvement très très large, c'est au fond, la conséquence logique, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de gens dans notre pays, et dans d'autres pays européens, sous main de justice. Les prisons n'ont jamais été aussi pleines, bon, il y a une très faible décroissance récemment, mais bon, peu importe, mais les prisons n'ont jamais été aussi pleines, il n'y a jamais autant de gens qui sont dans les fichiers policiers, il n'y a jamais eu autant de gens sous main de justice, dans le casier judiciaire, etc. Et vous êtes des témoins, j'imagine, attentifs de l'actualité, ici, bien entendu, et vous avez vu que l'ensemble de la surenchère de ces mesures ont bien sûr fait disparaître complètement la délinquance dans notre pays, la violence politique, etc. Non. On est dans une inflation absolue qui, bien sûr, ne suffit pas à faire disparaître les problèmes auxquels elle est s'attaquer, voire même, et c'est le point sur lequel je veux venir, elle peut contribuer à les aggraver. Alors, mon point aussi ici, c'est sans doute que un point de réflexion qu'on pourrait amener, politique, qui serait un point alternatif, je dirais, ça serait sans doute d'amorcer ce qu'on pourrait appeler une décroissance sécuritaire. Je pense que c'est peut-être un terme, vous verrez, c'est sans doute pas un terme public, c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire à bas bruit, c'est pas nécessairement quelque chose sur lequel on peut faire une immense campagne, mais je pense qu'il est temps d'amorcer une décroissance sécuritaire. Je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que j'entends par décroissance sécuritaire. Je vais vous parler successivement de trois phénomènes qui touchent les questions de sécurité au sens large, la question de la délinquance, de la petite délinquance, la question de ce que l'on met sous le label de lutte contre la radicalisation, qui est quelque chose de très très à la mode, et la question de la violence politique, c'est-à-dire du terrorisme, qui est une forme extrême de criminalité. Alors, premier élément, la question de la délinquance, sans doute, vous comprendrez que ce sont des réalités. Je ne vais pas ici venir sur la construction des chiffres de la délinquance, on pourra revenir dans le débat. Je vais rester assez général. Si vous avez ensuite des questions très, très précises, n'hésitez vraiment pas. J'essaie simplement de donner un propos général d'abord. La question de la délinquance, ça agrège des réalités qui sont en réalité des réalités extraordinairement différentes entre l'homicide, monsieur tue madame dans une scène de ménage, de la consommation de stupéfiants, des violences sexuelles. Vous vous doutez bien que tout ça est agrégé dans un agrégat statistique qui s'appelle la délinquance, mais qui en réalité reflète des réalités sociales complètement différentes, qui donc appellent à l'évidence des formes de réponse complètement différentes. Le taux de récidive dans les homicides domestiques est faible. Généralement, les gens tuent une seule femme dans leur vie. Bon, c'est compliqué, d'abord c'est compliqué d'en trouver une après, tout ça, bon, enfin bref. Bon, en matière de consommation de stupéfiants, la récidive est bien plus élevée. Bon, vous vous doutez bien, il y a toute une série de choses dans lesquelles on veut essayer. Alors, on s'est intéressé notamment dans une enquête qu'on a menée sur la justice des mineurs, c'est-à-dire sur le fond, la justice des mineurs, c'est la petite délinquance. On s'est amusé à essayer de requalifier sociologiquement tous les faits qu'on avait sous les yeux. Et quand je dis on a fait des choses, on a travaillé sur un peu plus de 3000 affaires. On commence quand même à avoir, vous voyez, on a dépouillé tous les procès-verbaux de police, qui décrivent qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et vous vous rendez compte que, par exemple, les formes de délinquance, vous pouvez les classer en des formes plus sociologiques que celles que l'on a. Je vais en citer quelques-unes. Ce qu'on pourrait appeler la délinquance transgressive. C'est-à-dire des gens qui transgressent des normes, des gamins qui, à un moment donné, vont jeter des cailloux sur une autoroute, et puis il y a une voiture qui va passer, etc. C'est typique de la justice des mineurs. Vous avez la délinquance transgressive. Vous avez des formes de délinquance liées à l'honneur. L'honneur, c'est très présent, par exemple, dans la question de violence. On a un indicateur, on s'est amusé, à essayer de croiser violence, interconnaissance entre auteur et victime, et honneur. Et vous vous rendez compte que sur les faits de violence, sur les Hauts-de-Seine, sur 15 ans, grosso modo, si vous croisez les choses, vous atteignez 80%. C'est-à-dire que 80% des faits de violence sont liés à des relations d'interconnaissance entre l'auteur et les victimes, des auteurs et les victimes qui ont le même âge, qui sont grosso modo des bandes de jeunes, des bandes d'adolescents, et c'est des rixes liés à l'honneur. Il m'a mal regardé, etc. Bon.
Oui, c'est intéressant. Pourquoi je vous dis ce genre de choses? Parce que, oui, la violence croît dans notre société, blablabla. Non, en réalité, si on veut prendre des mesures politiquement utiles et socialement utiles, ça veut dire qu'il faut s'intéresser à comment est-ce qu'on fait en sorte pour que des bandes de jeunes qui se connaissent ne se tapent pas dessus. C'est autre chose que les grands discours sur la violence. Vous voyez, qui disent « Ah, mais ces gens-là ensuite passeront à l'homicide, et blablabla. » Donc, essayons de comprendre. Vous voyez, honneur, accaparement, nécessité, opportunité. Donc, soyons fins dans ce que l'on essaie de comprendre. Vous verrez, les formes de délinquance, c'est évidemment tout un tas de choses complètement différentes. C'est le premier élément. Deuxième élément qui est lié à celui-là, c'est au fond que fait la police sur ces formes de petite délinquance. Je crois qu'il faut rompre une pensée magique qui consisterait à croire que la police va faire disparaître la délinquance. Là-dessus, la police et la justice pourraient faire disparaître la délinquance. Je travaille depuis longtemps avec des policiers. Je n'ai jamais rencontré un policier qui ait même cette ambition. Jamais. Les policiers sont des gens qui, concrètement, sont confrontés à un certain nombre de phénomènes sociaux dans lesquels aucun d'entre eux ne pense qu'il pourra un jour faire disparaître la délinquance. Que disent-ils? Je vais citer un commissaire de police qui disait ça de manière très fine. Il dit « Notre travail consiste à ramener la délinquance dans ses courbes de normalité localement constituées. » Alors, c'est des gens qui sont emmerdés, c'est le sociologue qui aimerait bien dire ce genre de choses. Bon, là, c'est le commissaire qui dit on ramène la délinquance dans les courbes de normalité localement constituées. Il explique que ce n'est pas la même dans un quartier et dans un autre. La prostitution de rue, tolérée dans un quartier donné, causerait une alarme sociale incroyable dans un autre quartier. Donc, une prostituée de rue dans un quartier où il n'y en a pas, ça, on sort de la courbe. Des prostituées de rue dans un quartier où il y en a, ce n'est que quand il y a un afflux massif de que là, on essaie de le ramener dans cette afflux. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils le contiennent de cette manière-là, en déplaçant, en faisant des contrôles. Les policiers, parfois, fonctionnent sur les modes de petite délinquance de rue, fonctionnent sous l'angle, parfois, de logique pastorale. Des toxicomanes de rue, par exemple, c'est très ennuyeux, vous n'allez pas les faire disparaître d'un trait de plume. Qu'est-ce que vous en faites? Vous faites des contrôles d'identité et vous les parquez petit à petit dans un quartier d'une ville, par exemple, dans lesquels les habitants n'ont pas de ressources sociales, politiques, économiques suffisantes pour se mobiliser. Et c'est fantastique. Pourquoi? Parce que les toxicomanes sont là, les dealers généralement sont des bons commerçants qui s'installent là où est leurs consommateurs, les associations de réduction des risques s'installent là, et au fond, vous allez par exemple contrôler la question de la consommation de stupéfiants, qui est quelque chose consommation de drogue injectée, pardon, qui est quelque chose qui cause une forte alarme sociale, dans un quartier. Madrid l'ont fait fantastiquement, ils l'ont fait en dehors de la ville. Entre Villas, c'est à l'extérieur de la ville, vous avez une sorte de bidonville de 2000 personnes, qui sont tous des toxicomanes, c'est parfait d'un point de vue logique policier. En France, ça s'est fait à Paris, sur Stalingrad. Stalingrad, c'est le lieu dans lequel ça s'est fait. Et ce n'a plus été possible le jour où Stalingrad a été réhabilité, où toutes les rues derrière, rue du département, rue de Tanger et tout ça, sont réinvesties à la fois par des opérations municipales, c'était de l'habitant insalubre, c'était évidemment évident qu'il fallait le faire. Mais les populations qui s'installent là ont un plus fort capital culturel, politique, médiatique, et donc se mobilisent, et donc on est obligé de les faire partir d'ailleurs. D'où le drame de Saint-Denis, ces gens se déplacent sur Saint-Denis, et puis maintenant sur Saint-Ouen, et etc. Et les policiers font ce travail de les mettre en circulation. Et on les laisse se cristalliser à un endroit, et hop, des plaintes naissent, et à ce moment-là, on les redéplace à nouveau. Bon. Et ça, au fond, c'est ce qui fait que beaucoup de policiers, parfois dans leur discours, disent vous voyez, c'est le tonneau des Danaïdes. C'est une sorte de travail, au fond, sans fin. Ils ne pensent pas pouvoir en finir avec cela. Et ça, je pense que beaucoup d'hommes politiques ont cette pensée magique qui consisterait à penser que la délinquance, c'est un choix rationnel, c'est un calcul coût-avantage, et que donc, si on durcit la répression, on va l'arrêter. Ça, je crois que c'est évidemment une pensée magique avec laquelle il faut essayer de rompre. Deuxième point sur cette question, beaucoup de problèmes qui sont aujourd'hui rangés sous la thématique de la sécurité renvoient en réalité à d'autres logiques sociales. Un grand problème aujourd'hui de sécurité, ce sont des conflits sociaux de l'espace. C'est-à-dire des groupes qui coexistent sur un même espace et qui n'ont pas les mêmes usages de cet espace. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer un peu ce que je suis en train de vous dire. Alors, ce que je vous dis est vrai pour tous les centres-villes. Au fond, un centre-ville, est-ce que c'est la zone dans laquelle on tolère des mendiants, on tolère des pickpockets, on tolère des sans domicile fixe, ou est-ce qu'au contraire, c'est une zone destinée aux touristes, etc. Toutes les politiques de tolérance zéro, improprement nommées tolérance zéro,
vous savez que les vrais noms de la tolérance zéro, c'est Quality of Life Policing. C'est-à-dire police de la qualité de vie. Qualité de vie pour qui? C'est un très bel exemple, Barcelone, une ville qui a pris une loi sans doute une des plus dures en Europe en matière de tolérance zéro, qui est l'Ordenanza Civica de 2006, qui consiste à pénaliser tous les comportements de rue. Prostitution de rue, vente à la sauvette, etc. Il les pénalise très, très lourdement, il les contreventionnalise plutôt. Et j'avais discuté à l'époque avec les gens de la municipalité qui avaient pris ces mesures, et c'était très intéressant. Ce qu'ils avaient sous les yeux, c'était le classement du Financial Times sur les villes où il fait bon vivre pour les cadres supérieurs. Et voilà, une politique de quality of life policing, nettoyer socialement le centre-ville, ça permet d'attirer des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Et dans les compétitions internationales entre certaines métropoles européennes, c'est ce qui est en jeu. Au fond, on ne fait pas de la police, on ne fait pas de la tolérance zéro à Carnot, on ne fait pas de la tolérance zéro à Bergerac. Non, on n'est pas dans le jeu, c'est pas ça. Par contre, on va en faire à Londres, à New York, à Barcelone, dans des villes qui sont dans ce jeu-là. Conflit social de l'espace, je vous disais, prenez l'exemple de la Plaine Saint-Denis. Très bel exemple. La Plaine Saint-Denis, zone très populaire, famille avec plusieurs types, de l'habitat insalubre, tout un tas de choses. On fait deux choses. La municipalité progressiste dit bon, ça en suffit, faisons des mesures. On construit de l'accession à la propriété et on réhabilite de l'insalubre. Belle politique, je dirais, on essaie de garder les gens sur place. C'est une vision progressiste. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ça va beaucoup plus vite de reconstruire de l'accès à la propriété que de rénover de l'insalubre. Donc, sortent de terre des logements flambant neufs. Qui achète ces logements? Des gens qui n'ont pas pu acheter dans Paris. C'est-à-dire, vous voyez, haut, classe populaire, bas, classe moyenne, enseignants, ce genre de choses, qui s'endettent au maximum. Alors, on leur a promis un métro, qui arrivait beaucoup plus tard. Ils ont promis des écoles qui n'ont pas complètement été construites, mais qui sont là, ils sont endettés jusqu'au bout. Dans le même temps, on a des familles populaires, notamment maliennes, qui sont maintenues sur place dans de l'insalubre. Comment est-ce qu'ils perçoivent cela? Regardez ces habitats flambant neufs de gens qui viennent s'installer dans le quartier où on est nous, alors que nous on est dans l'insalubre. Ils perçoivent ça comme une invasion de bourgeois. Ils le disent comme ça. Et comment ils réagissent à cela? Violence verbale, dégradation, agression, toute une série de choses de ce type-là. Bon, c'est une question de sécurité? Vous croyez qu'en mettant des patrouilles de police ou des caméras de vidéosurveillance, on résout ce problème-là? Non. Mais typiquement, quelque chose qui va être formulé sous l'angle de la sécurité, et évidemment, les jeunes accidents de la propriété vont dire nous on veut des caméras, on veut des patrouilles de police, évidemment, et ils ont à juste titre le droit de ne pas être agressés, de ne pas voir leur voiture dégradée, etc. Mais vous voyez bien que la solution à ce problème-là passe précisément par comment est-ce qu'on refait coexister deux populations très différentes sur un même territoire qui sont en conflit social sur l'usage de l'espace, les parcs. Les uns sont des jeunes parents, donc ils ne sont pas très contents de voir 15 gamins en train de fumer des pétards dans le parc où ils promènent leurs gamins, etc. etc. C'est toutes ces questions concrètes, vous voyez, qui appellent à l'évidence une réponse sur laquelle les policiers ne sont pas ni compétents, ni appétents pour intervenir. Et ce, à plus forte raison, on pourrait rajouter que les modes d'organisation contemporains de la police privilégient plutôt des formes d'intervention policière, d'intervention, les brigades anticriminalité par exemple, à des formes de présence plus connues sur un territoire. Mais ne vous trompez pas, les débats ou les faux débats, Nicolas Sarkozy, police de proximité, ça marche pas, etc., sont des faux débats. Pensez que à heure constante, comme c'est une circonscription de police, c'est divisé, l'unité policière de l'organisation, c'est l'îlot policier, c'est un îlot. Une circonscription, elle est divisée en un certain nombre d'îlots. Circonscription policière, c'est à peu près 20 îlots. Vous voulez couvrir votre circonscription à un moment T, aujourd'hui à 19h, avec des policiers à pied, il vous faut à peu près 3 policiers à pied par îlot. C'est-à-dire en montée, 60 policiers. Avec 2 brigades anticriminalité autorisées. 2 fois 3, vous couvrez votre circonscription. 60 contre 6. Dans des temps de RGPP et de l'OLF, vous voyez que la question, elle est véritablement tranchée. Et toutes les réformes d'ailleurs des polices d'intervention aujourd'hui consistent à aller même au-delà de la circonscription, à avoir des bacs qui peuvent se déplacer sur les agglomérations, bacs d'agglomération. Ça c'est vrai ce que je vous dis pour... Bon, je vais accélérer, excusez-moi, je suis un peu long, pardon. C'est pour ça que je débat. Je vous ai parlé de la délinquance. Le même type de confusion, où on agrège des choses qui n'ont rien à voir, se retrouve évidemment dans des politiques de type lutte contre la radicalisation. J'ai peu de temps, donc je vais écarter assez rapidement la question de la violence politique, du terrorisme.
Les gens qui passent à l'acte sur notre territoire, il y en a, j'ai envie de dire, hélas, de manière récurrente. La France n'a été épargnée que dans de très rares épisodes de son histoire des vagues de violence politique. Les années 60, les années 70, les années 80, les années 90 sont des vagues de violence politique. Les années 2000 ont été épargnées, mais je vous rappelle, c'est quand même les gros attentats de Madrid et de Londres, par exemple, et ça recommence dans la décennie 2010, Mera, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la violence politique est constante, alors elle a des sources qui sont évidemment différentes, etc. Pour le dire rapidement, je dirais que la violence politique ne pose pas, en tant que telle, tellement de problèmes à la gestion des services spécialisés. C'est-à-dire que les services spécialisés, qu'il s'agisse des services de renseignement, des services de police ou de la justice antiterroriste, en réalité ont des gros savoir-faire en la matière. Ça ne veut pas dire qu'ils vont systématiquement empêcher tout passage à l'acte. Il y a tout un tas de raisons pour qu'on ne puisse pas empêcher, le risque zéro n'existe pas, mais regardez les derniers événements qui se sont produits dans notre pays et ailleurs, au fond les services spécialisés ont été très efficaces à l'heure de neutraliser les individus. Ceux qui ne sont pas morts ont été arrêtés très rapidement, les réseaux logistiques ont été démantelés avec une vitesse tout à fait incroyable, c'est-à-dire qu'au fond, sur cette question-là, on n'a pas besoin de l'état d'urgence, on n'a pas besoin de mesures administratives, on n'a pas besoin de tout un tas de choses. J'ai envie de dire, très largement, même si il peut y avoir des attentats dramatiques, je dirais, pour revenir sur ce débat, les services spécialisés ont tout ce qu'il leur faut pour travailler et sont plutôt compétents sur les milieux qui sont les milieux les plus radicalisés, enfin les plus, en tout cas les plus durs. La question se pose différemment sur la question de la radicalisation, alors avec des guillemets. On mettait des guillemets radicalisation. Parce que là-dedans, on va classer toute une série de comportements très très différents. Je suis en train de mener une enquête pour la protection judiciaire de la jeunesse sur des dossiers de radicalisation. On a travaillé au TGI Paris sur des dossiers de radicalisation. Vous vous rendez compte que se mélange là-dedans toute une série de choses. Vous avez des gens qui ont un engagement, allez, qu'on va appeler provisoirement radical. Je vais revenir sur la radicalité parce que je crois que nous vivons des temps de radicalité qui n'existent pas que là, qui existent ailleurs. Un engagement radical, c'est-à-dire des gens qui contestent radicalement l'ordre social et politique tel qu'il est. Ils ne sont pas d'accord avec cet ordre. Je dirais, peut-être pas si loin que ça. Ils le contestent sur un mode, qui est un mode qui peut en appeler à la religion, mais aujourd'hui, l'essentiel des gens qui le contestent le plus, en fait, c'est les gens qui vont chercher la construction d'une utopie ailleurs, et notamment en Syrie. Ils essaient de participer à la construction d'une utopie concrète. Alors pour moi, évidemment, c'est une dystopie, vous avez bien compris, mais qui est une utopie, qui est en tout cas une utopie mobilisatrice pour un certain nombre de jeunes européens, qui est de dire participons à la construction de ce. Alors attention, beaucoup en reviennent très déçus. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent ah, c'est fantastique, bon, et puis bon, ils arrivent là-bas et ils se rendent compte dans les dossiers judiciaires qu'un certain nombre d'entre eux reviennent la queue entre les jambes. C'était pas le paradis promis, quoi. C'était une zone de guerre, ça s'est mal passé, on les a maltraités, on a vu que c'était des tocards. Bon, c'est pas toujours. Là, je dirais, on a affaire à une question, qui est une question d'une radicalité d'une partie de la jeunesse, qui là encore n'est pas complètement nouvelle dans notre histoire. Bon, qui est Mais cette partie-là, je dirais, est en réalité l'infime partie des questions de radicalisation. On retrouve ensuite, sous le label radicalisation, toute une série de choses qui ont, alors que j'ai classé au moins en deux catégories différentes, on pourrait appeler des formes de rébellion. Vous avez l'utilisation, ou en tout cas des comportements de rébellion, alors soit vis-à-vis d'institutions, soit vis-à-vis de l'entourage familial, qui passent par le biais, effectivement, de l'exacerbation de comportements, de discours, etc. Aujourd'hui, sur le marché de la contestation, il n'y a pas mieux. On a toute une série de dossiers judiciarisés de conflits familiaux, je dirais, c'est-à-dire au fond des gamines ou des gamins qui hier auraient été anorexiques, ou etc., qui se saisissent de cela et qui, en le faisant, sont absolument convaincus, je dirais, de déclencher en plus tout le déferlement de mesures qu'ils attendent. Aujourd'hui, c'est fantastique. On a une gamine là récemment, c'est fantastique, elle passe à la télé, elle interroge, voilà, c'est la totale, quoi. Je dirais, elle a tout. L'anorexie, on ne lui aurait pas donné ça. Quoi. Elle fait le buzz. Elle fait du buzz, mais vraiment. Et on fait du buzz à l'école. Aujourd'hui, dans les rapports de force entre un éducateur et un gamin de cité, par exemple, c'est fantastique. Mais attendez, si tu m'emmerdes, moi je vais aller bêche, tu vas voir. Ça a des effets. Bon, ça a tout un tas d'effets. Et enfin, dernier point, on assimile là-dedans toute une série de choses qu'on va voir tout simplement avec des regains de religiosité. C'est-à-dire des gens qui
à un moment donné, adoptent des comportements religieux qu'ils n'avaient pas. Ça, c'est encore dans la Constitution. Mais le fait, vous voyez, de prendre un voile, de prendre des interdits alimentaires, etc. Alors, mon point, il est là-dessus, c'est qu'en dans toute une série de cas, vous voyez, la radicalisation et le terme empêchent de comprendre des situations. C'est un masque plus que quelque chose qui nous aide à le comprendre. Au fond, on applique des grilles de lecture qui empêchent, tout simplement, y compris les professionnels, de travailler. La plupart des cas dont je suis en train de vous parler, la justice des mineurs, elle est très outillée pour faire ça. Grosso modo, des gamins en rébellion face à leur famille, face à une institution, ils font ça toute la journée. Dès lors que la question radicalisation apparaît, et on commence à parler de créer des structures spécialisées, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des équipes d'intervention spécialisées qui pourraient intervenir sur cette question-là, etc., etc., etc. Ça devient, et la chose, ça devient, comme la sécurité devient le prisme à travers lequel on lit les banlieues, la radicalisation commence à devenir le prisme à travers lequel on lit toute une série de comportements sociaux. Ok ? Alors, ça a un effet qui est, bien sûr, je vais vers ma conclusion, ça a des effets qui sont des effets, à mon avis, qui sont délétères pour une raison très simple. C'est qu'on oublie quelque chose de toujours, c'est que la question de la radicalisation, elle n'est pas séparable de l'action même des institutions. C'est-à-dire que les institutions produisent elles-mêmes des comportements radicaux. Je vais vous donner l'exemple peut-être le plus évident. Vous prenez par exemple, dans le cadre de l'état d'urgence, des perquisitions qui ont été menées dans le cadre administratif auprès de gens qui n'étaient pas, puisque là-dessus ça a été très clair, il n'y a pas eu de client de la BGSI qui ait été perquisitionné dans le cadre de l'état d'urgence, pour ne pas les alerter. Donc vous prenez un salafiste, qui pratique sa religion. Il est clair que quand sa porte a volé à 4 h du matin, que 30 policiers cagoulés sont entrés chez lui, et l'ont laissé sans rien, le lendemain matin il dit « Ah ouais, je vais acheter un drapeau français et je vais chanter la Marseillaise ». C'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est vrai que la République est venue frapper à ma porte et je vais la recevoir. Non, on fabrique du radical. On fabrique de la radicalité. C'est-à-dire que l'action, je travaille sur des dossiers judiciaires, vous n'avez personne face à l'acte. Les départs en Syrie sont très souvent provoqués par des contrôles policiers, par des affaires judiciaires pendantes, etc. Il y a une dimension extraordinairement importante de l'action institutionnelle dans les processus de radicalisation, ce qui est un point important. Dernier point qui, je pense, vous intéresse là-dessus, c'est que, au fond, cette question, nous contribuons plus à fabriquer des distinctions dans notre société. L'obsession pour la radicalisation, et pour la radicalisation notamment religieuse, amène les institutions à construire le monde comme un monde divisé religieusement. Je m'explique là-dessus, et en vous prenant un simple exemple qui, je pense, parlera plus que un collègue à moi, Francesco Ragazzi, de l'université de Leiden, en Hollande, a fait un très beau terrain à Birmingham, en Grande-Bretagne. Et il s'est rendu compte que toutes les politiques de lutte contre la délinquance ont été réorientées vers la lutte contre la radicalisation. D'accord ? Alors, très bien, bon. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Sur un quartier, une association qui organisait des activités sportives pour les jeunes marginaux du quartier, pour les jeunes qui potentiellement pouvaient être délinquants dans le quartier, aujourd'hui les organise pour qui ? Pour les jeunes musulmans. Ah oui, puisque c'est eux qui potentiellement peuvent devenir des radicaux. Qu'est-ce que ça produit concrètement ? Je montre ça dans son enquête. Qu'est-ce que ça produit concrètement ? Ça produit que font les non-musulmans ? Soit ils se convertissent à l'islam pour continuer à jouer au foot avec leurs copains, prenez les premiers cas, soit ils adoptent le discours de l'UKIP, de l'extrême droite anglaise, il n'y en a que pour les musulmans. Et vous voyez comment une politique qui a priori peut être une politique de bonne foi, est-ce qu'on ne va pas jeter des cailloux à des gens qui veulent empêcher des gamins de partir en Syrie ? Une politique, vous voyez, dont la bonne foi n'est pas... Oui, ben, on est en train de faire un peu la même chose sur un certain nombre de politiques de contre-radicalisation. Bon. Et la bonne foi n'est pas en cause, je dirais, mais vous voyez que les effets contribuent à distribuer le monde entre musulmans et non-musulmans, c'est-à-dire la vision d'extrême droite, bah oui, et qui est aussi la vision de Daesh. Daesh qui, dans Babik, sa revue, écrit « Le monde est divisé en deux mondes, en deux camps. D'un côté, le camp de la foi et des croyants, et de l'autre côté, les mécréants. » La vision des néocons. Et la vision des néocons. Donc vous voyez comment ce type de politique participe en réalité à construire le monde tel que les adversaires le construisent eux-mêmes. Et là-dessus, vous voyez qu'on a perdu. Bon. Donc je termine là-dessus en disant que, au fond, vous voyez, on est dans une situation, je pense, qui est un petit peu compliquée, puisque, et je termine là sur quelques mesures qui seront enclenchées. Alors, je vous disais qu'il y en a certaines qui sont faciles, plus compliquées. Je dirais trois choses.
je dirais, d'abord des mesures, comment enclencher ce que je vous ai appelé cette décroissance sécuritaire. Je pense qu'il y a sans doute des choses assez simples, au fond. Par exemple, il y a un contentieux énorme pour la justice et pour la police, c'est le contentieux de la consommation de stupéfiants. Consommation de stupéfiants, pour vous donner un simple exemple, elle a été multipliée par 55 depuis 1974. Les gens arrêtés pour consommation de stupéfiants ont été multipliés par 55 depuis 1974. Confrontant 55 fois plus de stupéfiants aujourd'hui qu'en 1974, j'en suis pas sûr. Mais vous voyez que c'est typiquement, et l'essentiel, 95% de ces arrestations sont pour consommation simple. Bon. C'est la loi de 70. Loi de 70, mais ça veut dire que dans l'activité policière, et dans la mesure de l'activité policière, c'est aujourd'hui un des contentieux qui est l'un des plus importants. Bon. Qu'est-ce que ça donne? Je vais vous donner un exemple concret, puisque ça on l'a eu travaillé sur notre enquête. 3 policiers sur un quartier voient un consommateur de stupéfiants. Ils l'arrêtent. Ils le ramènent au commissariat. Au commissariat, il est mis en garde à vue. On appelle un avocat. On appelle le parquet. Il est interrogé. On tape un PV. Il est redéposé au dépôt. C'est transmis au magistrat. Il est envoyé devant le magistrat. Un greffier enregistre. Un juge va l'entendre. Imaginez le temps fonctionnaire pour 12 grammes de shit, 1 gramme de shit, 3 grammes de shit, qui à la fin va se terminer par une admonestation. Le juge va dire, bon, faites gaffe la prochaine fois. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, mais qui va avoir des effets évidemment délétères, puisque ça veut dire casier judiciaire, et donc interdiction d'un certain nombre de boulots, et etc. etc. Bon. Là, typiquement, vous voyez, la contreventionnalisation, on peut poser la question de la dépénalisation, mais l'idée que la consommation de stupes, c'est quelque chose qui est contreventionnalisé, une contravention, c'est quelque chose qui est très facile à faire, qui dégorgerait très largement un certain nombre d'éléments, je pense, de l'activité policière et judiciaire. Les douanes le font déjà, c'est-à-dire que c'est même pas en plus quelque chose qu'il faudrait inventer, les douaniers font déjà ça. Donc, je dirais, la possibilité serait extraordinairement simple, vous voyez. Et alors, on va dire, ah, mais c'est terrible, les gens, ça va pousser les gens à... Pas du tout, vous vous rendez compte, il y a un très bel exemple historique qu'on peut mobiliser, c'est la dépénalisation des chèques. Les chèques sans provision, c'était pénalisé. Ça a été dépénalisé. Ben, vous vous rendez compte qu'il y a moins de chèques sans provision aujourd'hui, que c'est plus pénalisé, parce que c'est, vous avez vu, vous avez peut-être fait un jour, vous et d'autres gens ont fait dans votre entourage des chèques sans provision, vous avez vu que c'est très compliqué, il faut payer, c'est des démarches à n'en plus finir. En réalité, qui sont beaucoup plus coûteuses qu'une démarche pénale dans laquelle vous auriez eu un procès, etc. Donc par exemple, là vous avez typiquement un contentieux sur lequel on économise du temps et de l'argent. On dégonfle un certain nombre de tensions, je vais y venir, parce que, évidemment, le contrôle sur les stupéfiants, etc., est un moment très particulier de tension, mais j'ai rien fait, j'ai 4 grammes, etc. etc. C'est un moment de tension particulière entre les forces de l'ordre et un certain nombre de groupes. On a des choses très faciles. Deuxième élément, je pense qu'on ne peut pas vivre le temps que l'on vit sans renforcer les contrôles qui pèsent sur la police. C'est-à-dire que l'une des conséquences de ces 25 années qu'on vient de vivre de concert sécuritaire, dans une très large mesure, c'est que ça a donné à la police, et un certain nombre de policiers, notamment à leurs organisations, un poids prépondérant dans le débat public, et y compris dans les équilibres à l'intérieur de l'État. Ça vaut salarialement. En termes de salaire, je vais juste vous donner quand même un exemple, c'est quand même intéressant, je me suis amusé à faire ça, je suis tombé dessus le jour en travaillant sur les consulateurs. Vous savez à combien commence un gardien de la paix en sortant de l'école? 1860 € net. D'accord. Un lieutenant, 2252, un commissaire, 3116. Un maître de conférence des universités, 1735. Bon. C'est-à-dire qu'un maître de conférence des universités commence moins plus bas qu'un gardien de la paix. C'est intéressant. Non, c'est pas, je veux dire, ça ne veut pas dire que le bravo des maîtres de conf, c'est vachement bien, tout ça. Mais ça nous dit quelque chose, vous voyez, des forces au jeu des différents groupes sociaux dans l'État. Bon. Et pourquoi il y a cette force au jeu des policiers dans le jeu? C'est tout simplement parce qu'ils sont devenus les acteurs essentiels, finalement, d'une grande partie des débats politiques. Donc il va y avoir, évidemment, un certain nombre de protestations qui vont être faites. Évidemment, ça va grogner sur ces genre de choses. Mais je crois qu'il en est, au moins, quelque chose d'important. Qu'est-ce que je veux dire par contrôle interne? Par contrôle sur l'activité policière. Contrôle judiciaire, d'abord. Toutes les mesures qui ont été prises de lâchage administratif, c'est-à-dire aujourd'hui où des services policiers peuvent faire tout ce qu'ils veulent en matière administrative, c'est effectivement problématique. C'est problématique pour tout un tas de raisons, parce que là encore, on a de l'histoire, on a des exemples historiques. Un policier, quand il a un contrôle judiciaire, il est obligé de monter son dossier. Il est obligé de tenir, d'avoir des éléments. On ne fait pas n'importe quoi. Si vous n'avez aucun contrôle, je vais le dire très brutalement, les policiers deviennent feignants. Au sens, on n'a plus besoin de ficeler la procédure, on n'a plus besoin de justifier ce qu'on fait.
Et ça, c'est l'histoire du FBI des années 40 aux années 75, grosso modo. Le FBI, c'est un service qui est un petit service dans les années 40 et qui, de loi en loi, voit son pouvoir s'agrandir, voit les contrôles qui pèsent sur lui diminuer. Et ça donne quoi? Vous avez un service qui fait n'importe quoi, qui fait ce qu'il veut. Et quand la commission de Church en 1975 rend son rapport, on se rend compte qu'on a un service de renseignement qui est capable d'organiser des assassinats, qui est capable de faire ce genre de choses. Pourquoi? Pas parce qu'il a à sa tête des fous furieux, parce qu'à un moment donné, on a renoncé à tout contrôle administratif, judiciaire et politique de ce service. Et ça, je pense que c'est un point tout à fait important qu'il voulait avoir. C'est vrai pour le renseignement, c'est vrai également, je pense, pour la sécurité publique, dans très large mesure, c'est-à-dire que un certain nombre de formes de contrôle, et là-dessus, il y a tout un tas d'exemples dans le monde de commissions extérieures de contrôle. Alors, je ne suis pas en train de vous parler de la commission de contrôle parlementaire sur le renseignement. Sur l'administratif, enfin, des administratifs. Oui, on va nous parler de ce genre de farce. On peut avoir des contrôles très importants. La police de New York, dans le cadre de la police de la tolérance zéro, par exemple, qui a augmenté ses effectifs de 36 à 46 000 personnes, c'est énorme, sous Giuliani, il y a une organisation externe de contrôle de l'activité policière. Et c'est-à-dire, c'est des gens qui sont des juristes, contrôlent les plaintes sur la police, et ils ont un pouvoir sur les carrières des policiers. Ça a de l'effet. Alors ça, certes, vous voyez, on a fait de la police très dure, New York, mais en même temps, vous avez un contrôle extérieur qui a des effets, et ça a des effets, non pas en termes de sanctions tant que ça, l'effet en termes d'autocontrôle. Vous savez que vous n'êtes pas couvert, bah, vous faites autrement, enfin, vous faites un peu plus gaffe. Oui, je pense que ça a des effets tout à fait importants. Et ça, je pense que c'est d'autant plus important qu'on est dans un certain nombre de cas dans des relations extraordinairement tendues entre certains groupes sociaux et la police. Et je pense que là-dessus, vous voyez ce qui est en train de se passer dans les manifestations, vous voyez un certain nombre de policiers qui peuvent se livrer à des violences gratuites sur des manifestants menottés, etc. Ça a pu toujours exister. C'est aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est pas acceptable, je dirais, je pense, parce que le message à donner, c'est pas très compliqué de dire, attendez, on va être ferme là-dessus. Et je pense, et tout un tas de policiers sont très favorables d'ailleurs à ce qu'on sanctionne ce type de comportement. Dernier point, et je conclue là, et j'aurais été vraiment trop long, je suis vraiment désolé, c'est un point beaucoup plus général. Je pense que l'autonomisation de la sécurité, telle qu'elle s'est opérée, repose sur une prémisse fausse. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le durcissement de la répression va normaliser un certain nombre de comportements. Au fond, que des gens ne prendront plus de drogue, ou ne consommeront plus de stupéfiants, ou ne voleront plus dans des voitures, etc., parce que la répression les en dissuadera. Je crois que c'est absolument faux. Revenons à l'histoire, un peu, là aussi, et notamment à l'histoire du XIXe siècle. Comment le monde ouvrier a-t-il été discipliné? Au fond, comment les comportements, les illégalismes populaires, les illégalismes ouvriers ont-ils été contrôlés, normalisés? Pas par des mesures répressives, ou pas simplement par des mesures répressives. Aussi parce que on a un modèle qui a offert des contreparties. C'est-à-dire, à un moment donné, la discipline, elle a pour fonctionner, elle a besoin d'avoir des contreparties. C'est-à-dire, c'est, au fond, les réformateurs du XIXe siècle, ils l'ont dit. Voulons-nous que les ouvriers arrêtent d'être alcoolos et délinquants? Créons des logements sociaux. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, certes, vous avez de la domination, ça, c'est très important, mais à un moment donné, des gens peuvent accepter un certain nombre de choses parce qu'il y a des contreparties. Nous sommes dans un système qui ne fonctionne plus du tout à la contrepartie. Aujourd'hui, la tolérance zéro, le durcissement des lois, etc., c'est du bâton à sens unique. Quelles sont les contreparties offertes aujourd'hui à des jeunes des cités, etc. Quelles sont les contreparties offertes à un jeune qui pense que notre système politique et social ne va plus au point de penser que l'État islamique c'est quelque chose de vachement mieux? On n'a absolument rien comme contrepartie offert. On a un durcissement à sens unique. Et ça, pour tout un tas de gens, c'est vécu comme arbitraire, discriminatoire, violent, et ça n'a aucune chance de marcher. Vous imaginez aujourd'hui, alors je termine là-dessus sur la déradicalisation, vous voyez l'absurdité de la déradicalisation, où on va dire à quelqu'un qui conteste l'ordre social tel qu'il est, parce qu'il n'y est pas bien, en disant non, on va s'asseoir là, et tu vas discuter avec un psy, ou avec un imam, et en fait, il va t'apprendre qu'en fait, si t'es vachement bien là où t'es. C'est grotesque, mais c'est ça qu'on a en tête. Donc je pense que, vous voyez, ces questions-là, de la question de, au fond, quelle contrepartie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en capacité, c'est-à-dire à quel moment la République, elle prend un autre visage pour un certain nombre de groupes sociaux que celui de la matraque, que celui de la répression, que celui des geôles, que celui de la prison. À quel moment, cette question-là, on est capable d'offrir autre chose? Ça, je pense que c'est clé beaucoup plus difficile, plus longue, mais nécessaire pour un projet de transformation sociale. Merci. Désolé pour vous. Merci beaucoup.
Je vous rassure tout de suite sur un point, après je vais laisser la parole à mes petits camarades. Il faut peut-être qu'on se mette d'accord dans le temps qu'on a sur les... Oui, bon, d'accord. Sur le... On se donne jusqu'à combien pour sur les... questionner Sur les... Non, parce qu'il faudrait peut-être, je sais pas, que vous êtes d'accord qu'on se discipline sur les différents chantiers, c'est qu'on ne discute pas de tous les points. Donc je suggère, par exemple, il y a des questions, on pourrait peut-être commencer par voir si on a des questions ou des précisions à demander sur les aspects de diagnostic. C'est-à-dire moi j'en ai quelques-unes, mais sur les questions de diagnostic, d'information sur la réalité des choses, etc. Ensuite sur les questions d'interprétation, d'explication et de politique d'intervention. La discipline, c'est important. Voilà. Non, je crois, oui, vous êtes d'accord. Et j'ajoute, je vous rassure tout de suite, mais ça vous le savez, je pense, d'ores et déjà, on n'a pas besoin tellement de discuter des prémices, parce que vous êtes dans un espace où les prémices fausses que vous évoquez sont effectivement pour nous tous des idées absolument saugrenues dont on se demande comment elles ont pu germer dans la tête de gens soi-disant intelligents. Bon. Donc, alors, je sais pas, sur les questions de diagnostic et qui commencent, je sais pas si vous avez... Moi j'ai quelques points. Ah ben non, bon, de précision. D'abord, première chose, il y a toujours sur ces questions-là, régulièrement dans le débat public, des grandes batailles de chiffres, machin sur les... bon, alors vous ne nous en avez pas donné, très bien, en gros on sait où les trouver, mais là je voudrais avoir votre sentiment de spécialiste sur est-ce qu'il y a une vérité des chiffres sur la délinquance? C'est-à-dire quelle source il faut suivre? Est-ce qu'on doit écouter le ministère de l'Intérieur, l'Observatoire d'un tel, etc. Donc quel est le point de référence fiable? Qu'est-ce qu'on doit suivre comme indicateur? Parce que néanmoins en politique on a besoin de mesures. Donc ça c'est une première question assez simplement assez précise. Peut-être vous pouvez commencer tout de suite. J'en aurais peut-être Ok. Alors, deux autres. La bataille des chiffres, évidemment, elle est très compliquée, puisque au fond, on a une institution qui a le monopole de la production des chiffres, qui est le ministère de l'Intérieur, les chiffres de police et de gendarmerie. Alors, pour le dire très rapidement, c'est des chiffres, à mon avis, inutilisables dans le débat politique. Pour deux raisons. Donc trois au moins. La première, c'est des chiffres très incomplets de l'état de la délinquance. Ce qu'enregistre la police et la gendarmerie, ce n'est pas l'état de la délinquance. Les douanes, l'inspection des finances, toute une série d'autres institutions enregistrent des crimes et des délits qui ne sont pas comptabilisés dans cette question. Commençons par ça. Les douanes, par exemple, en matière de drogue, elles sont plutôt compétentes. Imaginez bien. C'est pas tant dans les chiffres. Donc ça, c'est le premier élément. Déjà, l'inspection du travail, on peut penser que les fraudes à l'inspection du travail, c'est dedans. Ah non, ça y est pas. Donc ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui est l'activité des services de police dans l'indique. Deuxième élément, comment cet indicateur est-il constitué? De deux manières, par le dépôt de plainte et par ce qu'on appelle l'initiative des services. Bon. Dépôt de plainte, c'est-à-dire vous allez au commissariat, vous déposez une plainte parce qu'on vous a volé votre voiture, c'est enregistré, c'est codé dans le casse-voile de voiture. Deuxième élément, une police elle est sur la voie publique, une patrouille de police, elle voit quelqu'un en train de voler une voiture, elle l'arrête, dans le casse-voile de voiture, elle met une case. Et à la fin on compte, case par case, combien il y a. D'accord? Donc il y a eu la plainte. Donc certes, vous avez la plainte. Et le vol. Mais bon, c'est deux modes d'alimentation. Quelques commentaires. Si vous faites en sorte, par exemple, de faire une politique d'accueil dans les commissariats, comme ça a été le cas, c'est-à-dire au lieu de faire ce qui était le cas dans les années 80, de mettre un bras cassé qu'on voulait nulle part ailleurs à l'accueil, qui était un vrai refouloir de plainte, vous dites, tiens, on va faire des politiques d'accueil pour les victimes, etc. Ça monte. Donc que fait un chef de police? Il dit, c'est cool, j'ai mis un accueil, mes plaintes montent. Et là, le ministère lui tombe dessus en disant, ça va pas, tes plaintes ont monté. Qu'est-ce qui se passe? Tes chiffres ont monté. Donc le gars, il dit, là où je prenais des plaintes, je les prends plus. Ok. Et, dernier point, activité policière. L'autre verset, c'est activité policière. Donc, l'activité policière, dans l'évaluation qu'on fait des services de police, on mesure un élément qu'on mesure de manière très importante, c'est ce qu'on appelle le taux d'élucidation, c'est-à-dire au fond combien les policiers résolvent d'affaires par rapport au nombre constaté. Sachant que ces chiffres sont extrêmement variables d'un délit à l'autre.
En matière de vol on vole votre autoradio dans une voiture, je crois que c'est 3 ou 4% d'élucidation. Des délits, les stupéfiants, c'est 100% d'élucidation, puisqu'on ne constate des stupéfiants quand on arrête quelqu'un avant. Donc, vous voyez, je viens en venir, quand vos chiffres sont un peu bas, vous dites à vos équipes, bah, faites du stup, faites de l'étranger, et vous faites remonter, etc. Donc en réalité, ces chiffres-là, vous voyez, c'est véritablement, et l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, où je suis membre du conseil d'orientation, ne fait que mouliner ces chiffres-là en leur donnant une jolie forme. Donc on est sur cette question. Vous avez un certain nombre de tentatives pour faire ensuite de l'évaluation des services. C'est-à-dire que l'état de la délinquance sur un certain nombre d'indicateurs qui seraient objectifs sur cette question, ça n'existe pas. D'accord. D'où d'ailleurs, je vais juste parce que le débat politique vous intéresse, les espèces de débats généralement systématiques où les partis dans l'opposition disent, les partis gouvernementaux disent « Ah non mais les chiffres ont monté sous nous, mais c'est parce qu'on fait mieux les plaintes ». Et quand ils repassent dans l'opposition, ils disent « Ah ça s'est dégradé chez vous, les chiffres augmentent ». Vous remarquez que vous avez des débats sans fin entre Monon, Carrech, etc. Donc là-dessus, on est plié. Sur ce terrain, on est plié. Enfin, ça, Oui, il n'y a pas de... ça n'empêche pas d'avoir des indicateurs, notamment de satisfaction par rapport au service. Par exemple, l'Espagne a mis en place des questionnaires de satisfaction, notamment du service public policier. Au fond, on interroge les gens dans les commissariats, est-ce que vous êtes contents, est-ce que ça s'améliore, ça se dégrade, ce genre de choses. Et là, on a des indicateurs qui ne sont pas simplement des indicateurs, vous voyez, sur ce type. Je vous donner un exemple, il y en a un qui est célèbre sur les terrains sur lesquels j'enquêtais, le commissaire local, ces hommes l'appelaient Gérard Majax. Gérard Majax, il était très très fort, il avait toujours de bons chiffres. Voilà. Ça, en fait, on ne peut pas leur jeter la pierre. Ils sont pris dans des injonctions contradictoires, donc vous ne pouvez pas... Donc, en réalité, les chiffres ne sont pas un indicateur fiable. Et une toute petite question pour éclairer mon ignorance sur la matière. Vous avez évoqué à un moment donné, au début de votre exposé, dans la mutation historique souvent du rapport à la délinquance, à la sécurité, etc., la troisième voie pénale, dont vous disiez qu'en fait, avant, vous étiez un petit peu rapide et elliptique. En gros, avant, les policiers ils faisaient ce qu'ils voulaient. Vous précisez exactement Bien ce sûr. que vous vouliez dire par là. Il y a tout un tas de délits, si vous voulez, dont on considère que finalement on considérait qu'ils n'étaient pas pénalement répréhensibles. Bon, grosso modo, parce que pensez que, en réalité, ce qui arrive devant un tribunal, ce qui arrive, si vous prenez quelqu'un qui va en prison, en fait, il est passé par une série de filtres. C'est-à-dire, au fond, le filtre, c'est est-ce qu'on constate un délit ou pas? Est-ce que les gens qui constatent le délit décident ou pas de poursuivre cette personne pour le délit? Est-ce qu'ensuite, c'est les policiers, est-ce que les policiers ensuite transmettent au parquet, est-ce que le parquet décide ou pas de poursuivre? Et ensuite, est-ce que le juge décide ou pas de condamner? Pourquoi je vous dis ça? C'est très important. Il y a par exemple un filtre de genre fantastique. On a travaillé nous sur la justice au TGI de Nanterre, on avait 5% de filles. Les filles, c'est cool. Je regarde les vols dans la circonscription, les filles, c'est responsable de 50% des vols. Simple. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que, tout simplement, quand une fille est arrêtée par la police est plus encline à dire bon, circulez. Que le juge, le procureur, est plus enclin à dire bon, c'est pas si grave. Et ça veut dire que le juge des enfants dira ah mais au fond, c'est plutôt un signe, et les filles, on se rend compte qu'on ouvre une assistance éducative, c'est-à-dire c'est plus un symptôme de mal-être, un symptôme de délinquance. Donc ces filtres, ils sont extrêmement importants. Et en réalité, c'est ça. Donc, pour répondre à la question, il y a tout un tas de faits qui jusque-là, au fond, n'arrivaient pas devant la justice, que la justice considérait comme mineurs. En disant, on ne va pas poursuivre quelqu'un dans la justice pour ça. Ça ne veut pas dire que les policiers faisaient rien. Grosso modo, ils en arrêtaient un gamin pour une connerie, le prof disait non, allez, je ne vais pas le poursuivre. Le policier lui disait, tu verras la prochaine fois, les fours du ciel s'abattront sur ta tête. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, le procureur dit, faites un rappel à la loi. C'est-à-dire, en fait, le gars lui dit, la prochaine fois, les foudres du ciel s'abattront sur toi. Mais, c'est là que ça a un effet. Ça laisse une trace. C'est-à-dire qu'au parquet, il y a le gamin, il a eu un rappel à la loi. Et donc, la fois d'après, on peut encore lui en faire un autre, mais la troisième fois, on ne lui fait plus un rappel à la loi. C'est-à-dire que là où il ne serait pas rentré dans la chaîne pénale, il rentre plutôt dans la chaîne pénale, et donc là où on peut avoir des comportements dans le temps, et ça c'est très net sur notre enquête, qui sont linéaires, un gamin qui fait une connerie, puis une autre connerie, puis une autre connerie, la réponse pénale devient exponentielle. Et donc là, il y a des juges qui disent on a grillé nos cartouches trop tôt. C'est-à-dire qu'à moins que quelque chose arrive, on a déjà utilisé à peu près tout ce qui était sous notre... Mais dans ce cas-là, comment on peut penser d'autres outils pour analyser ce que ferait la police en fait? Si on prend la politique des quotas, si on voit que ça ne marche pas et qu'en fait ça contribue à créer un climat de tension, comment on peut essayer de contrôler quand même l'action de la police en ayant d'autres outils d'analyse?
Alors, qu'est-ce que vous entendez? Parce que c'est une chose d'essayer d'évaluer, je dirais, la délinquance dans un ensemble, ou de contrôler l'activité d'une institution. L'activité de l'institution. Parce que l'institution, il y a toute une série de possibilités de le faire. Oui. J'ai dit les organisations de contrôle externes, c'en est une, sur un certain nombre de comportements. La mise en place, par exemple, de questions de satisfaction, c'en est une autre. Il y a dans l'histoire du service public tout un tas de choses. Les groupes de parole de professionnels, de policiers notamment, qui peuvent prendre la parole sur leur métier et c'est intégré. C'était même Rocard avait fait ça dans la nomination du service public. Enfin, évaluer l'activité d'une administration, je dirais, il y a 50 000 manières de le faire. Le problème, c'est effectivement de se fixer quelques indicateurs. Très compliqué. Après, vous avez tout un tas de choses. Combien de temps les policiers passent sur le terrain ou dans leur bureau? Enfin, vous avez toute une série de fonction publique qui est pleine d'indicateurs tout à fait possibles qui sont peut-être qu'il faudrait justement plus les changer pour essayer d'avoir un discours qui soit moins sécuritaire et qui soit moins dans la tension entre la police et la population dans ce cas-là, non? C'est grosso modo, là on retourne sur un thème plus général que la police, c'est au fond, est-ce que les pilotages par des indicateurs pervertit l'activité des services? Au fond, ce que montre Béatrice Hibou, quand une infirmière dans un hôpital passe 30% de son temps à remplir des indicateurs d'activité sur son activité au lieu de faire son activité, il y a un problème. Bon. Là, si les policiers sont juste notés sur le fait qu'ils aient des taux d'élucidation importants et ce genre de choses, évidemment, ça pervertit le travail policier. Ce que montrent Moina et Matteli dans leur bouquin, ils montrent des choses très bien, c'est qu'il y a tout un tas de policiers, par exemple, qui veulent faire leur boulot, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur quota très vite, pour ensuite avoir du temps pour faire leur boulot, pour faire ce qu'ils considèrent localement est leur boulot. Donc ça, je pense que là-dessus, c'est une question qui va bien au-delà de la police, c'est au fond comment, et je pense que toutes les politiques publiques liées à la LOLF et ensuite à la RGPP ont court-circuité notamment les concertations professionnelles, les élites sectorielles, etc. Et donc reconstituer à l'intérieur des métiers des discussions sur qu'est-ce que c'est une priorité, qu'elle peut être assumée, qu'elle peut être différente à Marseille et à Lille, etc. Je pense que ça, c'est tout un tas de mécanismes qui sont tout à fait adaptables à l'activité policière. Alors, je vais revenir sur la réalité des faits de délinquance, sur la réalité, le rapport entre la réalité et leur représentation. C'est un peu le sujet d'un de vos livres sur la France à peur et l'histoire sociale de l'insécurité. Est-ce que vous pourriez nous avoir une évaluation du degré de connexion ou de déconnexion qu'il y a entre la réalité des faits de délinquance et la représentation qu'il y en a donné à voir par les médias? Si déconnexion il y a, à partir de quelle période vous la dateriez? Et alors la plus compliquée parce que c'est peut-être pas évident de trouver des réponses concrètes, mais est-ce qu'il existe des moyens pour lutter contre cette déconnexion et pour faire en sorte que la représentation qu'on a de l'insécurité soit plus alignée sur sa réalité? Alors, c'est une question importante que vous posez, et en même temps, elle reste complètement prisonnière des catégories sur la sécurité que j'ai essayé de déployer. Donc je vais le dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une question de l'opposition entre une réalité et il y aurait une réalité de la délinquance et il y aurait une représentation de la délinquance. Alors, tout fait, c'est ce que j'ai tout dit, la délinquance, ce qu'on conglomère sous un terme de délinquance, c'est des choses en réalité, c'est des choses très concrètes. Donc ça, c'est pas séparable du sens qui y est donné. Je reprends mon exemple de la Seine-Saint-Denis tout à l'heure, de la plaine Saint-Denis. Vous avez des faits qui, objectivement, relèvent du code pénal. Mais le fond de l'histoire, c'est une coexistence difficile de groupes sociaux différents sur ce territoire-là. Là, vous pouvez le vivre de différentes manières. Une grille de lecture, ça va être la grille sécuritaire. C'est un problème de sécurité, donc on va l'interpréter sur ce mode-là et on va demander à la police, par la justice, d'intervenir. Un autre mode, c'est substituer un mode d'interprétation alternatif en disant regardez, il y a une coexistence parce que c'est des gens différents, etc. Et donc, ça va appeler d'autres formes d'acteurs autour de la table qui vont proposer d'autres solutions. La question des stupéfiants. Je vais prendre un exemple très simple pour essayer que vous compreniez ce que je veux dire. La question des stupéfiants. En Hollande, c'est le ministère de la Santé qui est en charge, qui a le monopole du traitement de la question de la drogue. En France, c'est le ministère de l'Intérieur. Vous vous doutez bien qu'un policier et un médecin ne voient pas le problème du tout de la même manière. Pour les uns, c'est un problème de santé publique, pour les autres, c'est un problème d'ordre public, etc. Et donc, selon la personne qui est en charge de traiter cette question-là, vous doutez bien que, à la fois, l'analyse qui en est donnée n'est pas la même, les réponses ne sont pas les mêmes, et la perception qu'en ont les victimes n'est pas la même. C'est pas du tout la même chose. Vous voyez, si vous pensez sous un angle, c'est parce qu'on vous le présente sous un angle sécuritaire que vous êtes victime de méchants délinquants, etc. Ou si vous considérez que vous êtes dans un problème de coexistence entre des groupes sociaux différents et que finalement il faut faire autre chose et que c'est sans doute qu'il faut trouver d'autres manières de se parler. Donc vous voyez, en réalité, c'est
plus compliqué qu'essayer de séparer, vous voyez, une réalité de sa dimension. Je pense que sur chaque problème concret, vous voyez, c'est pour ça que j'ai invité, vous voyez, à réencastrer la sécurité, non à ne pas l'autonomiser, mais au contraire à la penser dans les mécanismes qui lui donnent naissance. Ce qui ne revient pas du tout à ce à quoi on s'expose en disant mais il y a la réalité, il y a le sentiment, à dire on nie la réalité. Je dis non, je ne nie pas la réalité. Je vois que là, en Seine-Saint-Denis, vous avez des vrais problèmes concrets de coexistence. Et ces vrais problèmes concrets de coexistence, regardez, moi je les prends en compte de telle et telle manière. Vous niez pas la réalité des problèmes. Vous dites, pour moi, ça c'est pas de la délinquance, c'est un autre problème. Et si je mets juste des policiers et des magistrats, je ne résous pas mon problème. Qu'est-ce que vous voulez, que je le résolve ou que je le laisse? Et là, en plus, vous pouvez attaquer sur vos adversaires en disant, vous êtes dans un fantasme, vous le vivez, machin, vous ne voyez pas le problème tel qu'il est. Moi, j'ai les réponses concrètes à ce problème. Et justement, sur ce point-là, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au final, d'appliquer une lecture sécuritaire, par exemple, à la question des stupéfiants, c'est même justement donner de l'eau au moulin de l'insécurité, parce que moi, ce qui m'interroge, c'est le lien entre stupéfiants, enfin, délinquance liée au trafic de stupéfiants, consommation de stupéfiants, ensuite incarcération, passage par la case prison, et ensuite radicalisation. Parce qu'apparemment, dans les trajectoires des personnes qui se radicalisent dans la lutte contre le terrorisme, il y a un lien avec le trafic de stupéfiants. Et donc je me demandais comment on pouvait essayer de traiter de la radicalisation autrement que justement par des questions sécuritaires, et aussi comment on peut penser la réforme pénale et la prison pour pas que ça conduise justement à à rentrer dans des parcours qui sont ensuite qui ne finissent jamais. On est toujours dans la répétition des délits et des crimes. Alors, je vous donne une réponse très très simple qui est la solution à la lutte contre la radicalisation. Je peux dire qu'on a la réponse à la radicalisation. Et la prison. Prison, radicalisation. La prison radicalise. C'est une évidence. Elle ne radicalise pas en termes de violence politique ou musulmane. Elle radicalise par définition. Un petit délinquant qui passe du temps en prison sort plus solidement délinquant qu'il n'y était. Pour deux raisons. Trois raisons. La première, c'est qu'il s'est confronté à la violence institutionnelle. Grosso modo, l'institution, ce qui représente les institutions, vous l'aimez encore moins en sortant de prison que vous l'aimiez en rentrant. Premier élément. Deuxième élément, vous y avez rencontré des gens qui ont des savoir-faire, qu'ils ont partagés, vous avez créé des réseaux, vous avez créé des solidarités, notamment contre l'institution, etc. Et vous avez partagé quelque chose de fort qui crée du lien avec un certain nombre de gens. D'accord ? Voilà, donc vous avez... Et troisième élément, le fait d'être passé par la prison vous ferme à la sortie toute une série de voies de sortie. En plus, je sais pas, vous venez d'un quartier pourri avec peu de diplômes et compagnie, genre le fait en plus d'avoir un casier judiciaire, vous imaginez ce que ça vous favorise sur un marché alternatif. Donc oui, vous avez trois raisons qui font que la prison, elle radicalise par définition. Il y a un paradoxe aujourd'hui à faire tous les discours publics sur la radicalisation en prison, alors que jamais les prisons n'ont été aussi pleines. Commençons par vider nos prisons de 30%, et vous verrez que vous ferez baisser une très large partie de la radicalisation. Excusez-moi de réagir. Pourquoi si vite? Parce que moi je pense que 30% paraît faible. Ben oui, mais en même temps, dès qu'on annonce un chiffre, mais comme après avoir dit que finalement il n'y avait pas de chiffre fiable, mais là peut-être que c'est plus précis parce qu'on sait quand même pourquoi les gens sont. 30%, c'est tout ça, c'est ce qu'a fait Badinter en 80. Voilà. Donc, qui doit être en prison? À part les gens dangereux physiquement pour leurs voisins et pour la société. Alors il y a une réponse politique. Il y a un rapport parlementaire qui est très bien là-dessus. Christine Boutin. Ah oui. Le rapport de Christine Boutin, il n'y a pas une ligne à retrancher. Elle fait une visite sur les prisons. Et elle explique, elle dit voilà, en prison, il y a des toxicomanes, il y a des sans-papiers, il y a tout un tas de gens. Et elle dit voilà, tous ces gens-là n'ont rien à faire en prison. Bon. Quelques semaines plus tard, elle vote la LOPSI 2, évidemment, dans l'effet mécanique et de renvoyer tous les gens qu'elle a dit qu'ils n'avaient rien à faire en prison. Mais, ça c'est un autre débat, c'est des contradictions politiques, mais Boutin, dans son rapport, elle liste toute une série de gens qui n'ont rien à faire en prison. Effectivement, sans papiers, qui sont là pour des questions administratives, ou délits liés à la question de faux papiers, consommation de stupéfiants. Consommation de stupéfiants, il y a tout un tas de gens qui sont liés aux pathologies mentales, c'est-à-dire les SDF. Là, on est déjà à 60 ou 70. On est déjà sur quelque chose de très important. Oui. Donc sur ce genre de choses, c'est très important. Oui. Et on dit, ah oui, mais bon, les longues peines, etc. Et vous vous rendez compte, c'est une chose terrible. Les longues peines, la plupart des longues peines sont sur longues peines pour des délits commis en prison. C'est-à-dire que, y compris sur les longues peines, c'est
C'est des bagarres entre détenus, par exemple, Ajoutés, qui se rajoutent. Et un gars, il prend 8 ans, mais on en a etc., etc. Donc, en réalité, au fond, et là, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui est évidemment très sensible, c'est poser la question politique, de dire qui est-ce qu'on pense qui doit être en prison. Ça. Alors justement, à propos de cette idée qui finalement rejoint ce que vous disiez sur la décroissance sécuritaire, comment avec une formule pareille et avec des analyses de ce genre, tenir la dragée haute à celui qui vous traite de laxiste, qui vous... Voilà. C'est-à-dire comment est-ce qu'on entre aujourd'hui, là je ne parle pas de... On serait dans une 6ème République, on aurait transformé la société, etc. Là, on est dans la transition. Comment est-ce qu'on transforme le regard sur le diagnostic, donc sur cette réalité? Alors, moi je pense qu'il y a deux choses à faire. Je pense qu'il y a d'une part un certain nombre de mesures qui peuvent être menées à bas bruit. Je dis à bas bruit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut faire des choses sans le dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'en faire un étendard. Je crois que son problème c'était plutôt de gagner les élections. Je veux dire, moi c'est ça que j'avais donné ça comme un... On peut faire des choses. C'était pris, c'était On fait. peut faire des choses à bas bruit quand ah, on va oui, pouvoir faire quelque chose. Avant c'est un peu compliqué. Je crois que son problème c'est plutôt comment on rentre dans le débat public. Oui, c'est la deuxième volet. Avec l'idée qu'il faut vider les prisons. C'est le deuxième volet de ma... En le disant autrement. Je pense que le premier volet, la première chose c'est ça, on peut faire ça. Deuxième élément, je pense que, comment est-ce qu'on change le regard, c'est à un moment donné, je pense, finalement, le discours qu'ont tenu les libéraux en Grande-Bretagne, quand ils ont été élus avec Cameron, et qui disent, mais en réalité, voilà, les travaillistes ont fait une surinflation de lois, de mesures, etc., qui sont révélées d'une inefficacité criante. En réalité, vous voyez, on est sur toute une série de mesures qui, à un moment donné, regardez, faisons le simple listing de l'inflation, etc., etc. Il dit, est-ce que ces questions-là font qu'on est mieux qu'avant? Pas du tout. On peut lister, François a des chiffres sur la question de la radicalisation, etc., les millions qui sont investis, les centaines de millions, les milliards qui sont investis là-dedans. Il dit, pourquoi? Donc on est face au constat. Il y a eu un très bien, le mec qui était le superintendant, le commissaire en charge de la vidéosurveillance à Londres, qui dit voilà, on a investi tant, ça nous a permis de résoudre 0,3% des cas, c'est un gouffre financier sans utilité, c'est un scandale pour l'utilisation de l'argent public. Bon, monsieur, on peut penser qu'il sait de quoi il parle, bon, etc. Je pense que c'est un angle, disons voilà, on est là-dedans, on est sur une inflation, c'est une efficacité dramatique, premier point. Deuxième élément, ça produit de la radicalisation. C'est-à-dire que ça produit ce que c'est censé éviter. Il faut faire une loi El Khomri du code pénal, en fait, c'est ça. De simplification, présenter ça comme ça. Non, mais c'est tout à fait. Il y a des choses. La baisse des coûts et des charges pénales. Le message va être mal reçu. Non, mais la chose. Non, mais voilà. La simplification du code pénal. L'exemple que je prenais tout à l'heure sur une barrette de shit, le temps cumulé fonctionnaire, etc., je l'ai testé plusieurs fois, y compris chez des gens qui ne sont pas du tout favorables à ça. Tout le monde dit ah oui, d'accord. C'est vrai, ça paraît absurde, et ça l'est de fait. De fait, ça l'est. Quand vous lisez un dossier, c'est absurde. Bon. Je pense que ce genre de choses, alors évidemment. Ça chiffre, il y a des gens qui l'ont chiffré. Non, mais ça peut se faire. C'est pas très compliqué, il faut prendre quelques-unes des algorithmes de la Cour des comptes sur le temps fonctionnaire. On peut évaluer, on peut dire, je suis amusé à le faire, voilà, c'est 30 minutes de 3 policiers, etc. Tout ça, ça doit pouvoir se faire. Ça serait assez marrant à faire d'ailleurs. Voilà, la baraque de shit à la fin, voilà, moi je m'étais livré à la louche. Et grosso modo, je pense que pour les scooters volés, ce genre de choses, il valait mieux acheter un scooter à tous les gens qui en volaient un, que ça coûtait beaucoup moins cher d'offrir un scooter à tout gamin qui avait volé que grosso modo. Oui. Tiens, ben voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Donc des chiffres comme ça, moi, je pense dans un débat, ça a évidemment des effets. D'accord. Donc deuxième temps, ça produit de la radicalisation. Ça produit, c'est-à-dire que c'est un principe du débat qui est de dire que les mesures, la répression aveugle, les contrôles d'identité, ce genre de choses, ça produit de la radicalité. Il faut pas. Toute la sociologie du conflit le sait, le dit, rentre sur les questions de désescalade. Toute la sortie des conflits, elle passe par la désescalade, pas par la. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est l'institution qui fixe le niveau de violence de départ. Si l'institution est violente, les gens répondent violemment, etc. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la division du monde, etc., ça a des effets très concrets sur les gens. Vous avez d'ailleurs lâché un truc, mais c'était un peu vite, parce que vous aviez peur de manquer de temps. J'avais déjà dévoilé des bassins. Voilà, c'est pas grave. Parce qu'à un moment, vous avez laissé entendre, enfin vous avez dit, mais sans trop l'argumenter, que en fait, dans une
bonne partie, vous aviez dit une partie impressionnante des décisions de départ en Syrie, par exemple, étaient provoquées en fait par l'intervention ou par l'action policière. Vous pouvez préciser ça Ou judiciaire, notamment. L'incarcération. Pas nécessairement, même pas l'incarcération. Bon, on a tout un tas de dossiers concrets où des gamins, la décision de départ, c'est le moment où ils sont notamment mis en examen dans une autre affaire pour une bagarre, pour un truc comme ça. Ça a un effet déclencheur. Sur des femmes, par exemple, le placement de l'enfant. À un moment donné, il y a fondé des projets de départ en Syrie. Le parquet dit bon, on va prendre une ordonnance provisoire de placement du gamin parce qu'il y a danger. La fille, elle dit bon, ben, il n'y a plus rien qui me retient. Là, vous parlez de quelqu'un qui avait déjà l'intention de partir. Qui avait l'intention, mais l'intention, quand vous lisez le dossier, c'est pas un fait. C'est grosso modo. Je peux vous prendre un autre exemple dans une affaire qui est l'affaire Forza Analisa, qui était un groupe d'autodéfense de l'islam, machin, etc. L'incarcération, vous avez un des gamins qui est suivi par les services, etc., qui est le seul radical. Ça se passe très mal l'incarcération, il est à l'isolement, etc. Ça se passe très 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 mal. Il sort, 3 mois plus tard, lui est parti en Syrie et ses 5 frères et sœurs aussi. Mais ce que je veux dire, la préconisation en l'occurrence, du coup, c'est de ne rien faire quand on est quand on a des informations précises sur le fait que quelqu'un prépare un départ ou envisage un départ en Syrie. On n'intervient pas pour ne pas provoquer les choses. Non. Comment on intervient? Comment on intervient? C'est une très bonne question. C'est-à-dire que en tout cas, c'est des questions qui est posée autour des questions du secret professionnel. Je veux dire aussi, au fond, est-ce que finalement un éducateur qui apprend qu'un enfant va partir, etc. Là, je pense qu'on doit rentrer. Alors, ça dépend sur toute une série de choses. Je pense qu'il y a des cas notamment de violence politique, dans lesquels les services font très bien leur travail et ils savent le faire. Mais sur, comme ça, des choses dont on ne sait pas exactement ce que c'est, on se rend compte que très souvent, la confiance qu'a un gamin ou une gamine avec un éducateur, avec un enseignant, etc., est plus efficace pour le dissuader de partir qu'un signalement qui déclenche une enquête policière qui peut accélérer le départ, par exemple. Sur la question du secret professionnel, c'est un point tout à fait important. Il y a une collègue belge qui s'appelle Fabienne Drion qui travaille sur les radicaux en prison, les gens durs. Et elle s'est rendu compte d'un truc très intéressant, aucun ne parle aux aumôniers musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les aumôniers musulmans sont sous telle pression de service que ce qu'ils leur disent sera redit. À qui est-ce qu'ils parlent? Aux aumôniers catholiques. Parce que les aumôniers catholiques, ils sont dans les prisons belges depuis 200 ans. Le secret de la confession, c'est sacré, personne ne va aller leur poser des questions. Et donc ils vont discuter avec eux. Et au fond, c'est la question qu'on se pose. Et je reviens à la question. Qu'est-ce qui, à un moment donné, dissuade quelqu'un qui pense, par exemple, partir en Syrie, parce que c'est un projet utopique qui lui semble attirant? Comment est-ce qu'on le dissuade de ça? Est-ce qu'on le dissuade tout simplement avec un contrôle, ou est-ce que il faut trouver il faut lui proposer d'aller ailleurs. Il faut lui trouver d'aller ailleurs. C'est-à-dire que là-dessus, je pense... C'est ce que vous disiez sur la question de la contrepartie. C'est la question de la contrepartie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est une vraie question. Au fond, comment les institutions peuvent déporter des gens de ce type de projet-là? L'Église l'a fait. Elle l'a fait en disant, en fait, vous n'êtes pas content de l'ordre social, mais ça sera mieux ailleurs, un jour, peut-être, ça marche. C'est la colonisation. La colonisation, c'est une manière de déporter les contestations de l'ordre social sur la colonisation d'un certain nombre de choses. François Hollande est un peu sur ce terrain, mais pas complètement, donc on ne va peut-être pas recoloniser notre empire complètement. Donc la question, elle est très compliquée. C'est-à-dire qu'une institution, la grande difficulté d'une institution, c'est que son emprise sur les individus, elle est discontinue. On s'est rendu compte sur un dossier justice, des skins sur violences très, très graves contre des enfants. Vous avez tabassé des gamines de 8 ans et 12 ans, 44 jours d'arrêt de travail, grosso modo. Le déport, les mecs, en fait, ils arrêtent la violence et parce qu'ils deviennent intégristes traditionnalistes. C'est pas extrêmement satisfaisant comme situation. Mais on a des manières de travailler ces questions-là en ne s'intéressant pas aux engagements des gens, mais à leur pratique. C'est-à-dire qu'au fond, on peut assumer comme institution de déporter des gens sur des choses qui ne plaisent pas, dès lors qu'ils sont plus sur les questions de violence ou ce genre de choses. Donc il y a des savoir-faire sur cette question-là. Il n'y a pas une solution miracle sur cette question-là. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'à un moment donné, ça a été très net, notamment en Grande-Bretagne, etc., c'est que la mise en avant, le rouleau compresseur sur les questions de radicalisation, etc., bloque une certaine partie des populations, radicalise une certaine partie des populations. Là on est très très clair. Oui, parce que vous évoquez dans le cas de Birmingham, la
gentillesse ou la générosité de dire qu'il y avait une intention progressiste. Enfin, c'est pas une politique progressiste, c'est une politique juste imbécile. Non, bah, Mais on fait non, beaucoup de politiques imbéciles avec des bons sentiments. Il y a beaucoup de gens. Oui. Non, mais dans ce sens, Ouais, ça se veut dire. oui, enfin, imbécile. une imbécilité assez grave. Mais donc, est-ce que du coup, la prescription, me dire si elle est la bonne ou pas, mais c'est mon sentiment, mais je ne suis pas un spécialiste de la question, mais depuis toujours, c'est mon sentiment. Est-ce que la bonne attitude n'est pas... C'est difficile en termes de communication politique, mais je ne fais pas de la communication, je fais de la réflexion sur l'action. Ça n'est pas de s'attaquer au problème, mais au vrai problème. Pas à la délinquance, à la sécurité, s'attaquer au problème de logement, s'attaquer au problème de conflit d'occupation de l'espace, s'attaquer au problème d'éducation, d'enfants qui ont personne pour s'occuper d'eux, etc. C'est-à-dire s'attaquer au problème, éventuellement en désignant ces problèmes, et ne plus parler ne plus du tout parler du problème de la sécurité, de la délinquance, de la radicalisation, c'est-à-dire bannir totalement ceci et cela comme objet de l'intervention politique pour désigner les champs d'action spécifiques et disant nous on s'occupe de ça, on s'occupe de régler tel ou tel problème. Ça me semble la sagesse politique même de faire ça, sans, en disant, mais il y a effectivement certains domaines qui dépendent des services spécialisés. On peut parler des questions de drogue, à partir d'une perspective de police judiciaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au fond, je dirais, il est sans doute, pour rester sur la question des stupéfiants, qui est problématique dans un certain nombre de quartiers, etc. Mais qu'est-ce qui est plus utile, effectivement, d'arrêter les petits dealers en bas d'immeubles et de provoquer une tension permanente sur cette terrain-là, ou de se donner les moyens, de se doter des moyens de police judiciaire nécessaires à faire tomber un certain nombre de réseaux, etc. Alors, sur ces moyens, j'y pense parce que on n'avait pas du tout parlé, c'est peut-être pas un sujet. Mais est-ce que vous pouvez dire un mot de ce que vous pensez de la police de proximité, enfin, en tout cas de son absence, une fausse semblant de restauration, et de ce qu'il faut faire en la matière? Alors, mon idée, c'est que ça dépend, et c'est là qu'on revient, au fond, sur qu'est-ce qu'on veut faire de la police. Quelle est l'utilisation qu'on veut en avoir. Au fond, et je pense que là-dessus, il y a aussi une pensée magique, c'est de penser que si on déploie des policiers, ça va résoudre les problèmes, par exemple, de coexistence sur l'espace. Là, sur le problème que je vous ai pris, le déploiement de policiers sur le public, qu'il soit d'intervention ou qu'il soit de proximité, peut changer, mais ça change la coloration de la question, ça ne la résout pas. Bon. Donc dans ce cas précis, par exemple, le déploiement de policiers de proximité n'est sans doute pas du tout c'est une solution. Vous avez des exemples intéressants à Madrid en ce moment, de dépoliciarisation de quartier. C'est-à-dire à un moment donné, il y avait toute une série de figures de policiers, les policiers médiateurs, etc. Ça, au fond, les policiers se faisaient sur ça, et qui est assez marrant, parce qu'à la fois, c'est une volonté donc politique de dire ces questions-là ne sont pas des questions policières, faisons-les traiter par d'autres gens, et un accueil assez favorable toute une partie de la police qui, en réalité, on était amené à faire des choses qui n'étaient pas du travail policier. Bon. Et effectivement, ça ne veut pas dire que dans ces quartiers-là, on ne s'intéresse pas aux questions de drogue, mais on va s'y réintéresser à partir d'une perspective de services plus spécialisés, etc. Bon. Donc il faudrait des fonctionnaires de proximité. Alors, des services publics de proximité. Ça peut être une question, tout à fait. Est-ce que par exemple, il pourrait y avoir des policiers est-ce que par exemple sur des conflits de gestion d'espace, il y a eu tout un tas d'initiatives, notamment la reconquête par des familles, c'est-à-dire l'organisation du fait que les habitants d'un quartier se ressaisissent de l'espace public, par exemple. Donc voilà, c'est le genre de choses. Et comment ça s'organise? Ça s'organise effectivement avec un médiateur qui va permettre ça, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que ramener, c'est-à-dire finir avec cette pensée magique que le simple déploiement de la police permettra de résoudre l'ensemble des conflits sociaux de notre société. C'est-à-dire qu'un des problèmes sur lesquels on est aussi, c'est qu'on est sur 30 ans peut-être de déconflictualisation de notre société. On a l'impression que notre société, elle est harmonieuse, et que donc simplement il y a des dysfonctionnements qui seraient, par exemple, la délinquance, qui serait par exemple ce genre de choses. Non, en réalité, la société, elle n'est pas du tout, elle est conflictuelle. Elle est conflictuelle. La coexistence au même espace de deux groupes différents, c'est conflictuel. Bon, et ça, je pense, c'est un point tout à fait important. Donc, comment on résout ces questions-là? C'est sans doute par ce genre de choses. Donc, juste sur un dernier point, sur police d'intervention ou police de proximité, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on veut assigner comme rôle à la police. La police d'intervention, elle a toutes ses vertus, je dirais, sur, nous avons l'intervention. Elle est BAC, c'est très efficace, sur une RIX, c'est très efficace sur un certain nombre de choses. Là, je pense que là-dessus, c'est aussi la remobilisation des savoirs professionnels qui est tout à fait intéressant. On va demander à des policiers. Les policiers, ils ne sont pas dupes sur leur métier. Ils savent ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire. Ils savent sur quoi ils sont utiles et sur quoi ils ne le sont pas. Et sur quoi, quand est-ce qu'ils sont à contre-emploi, etc. Et je pense que ça,
C'est des points. Vous avez à un moment donné, une des tentatives qu'avait fait Jospin à un moment donné, c'était de déployer, il voulait faire la police de proximité, il n'avait pas les moyens, ça coûtait trop cher, donc ils ont mis tous les CRS sur les quartiers. Alors c'était génial parce que les CRS, qu'est-ce qu'ils font quand ils font pas du maintien de l'ordre? Ils font de la police de la route. Donc ils faisaient leur métier, c'est-à-dire ils se mettaient à la sortie des quartiers, ils faisaient la police de la route. Et donc ils faisaient chier tous les mecs des quartiers parce qu'évidemment la voiture était toujours, ils avaient des problèmes, etc. Et donc ça déclenchait une hostilité encore plus grande contre ces policiers qui étaient plutôt censés être là pour montrer qu'ils étaient présents, pour être sympas. Vous allez faire du foot ou du volleyball. Mais sauf que là, vous voyez, ça donnait un truc complètement hallucinant où donc les cartonniers leur mettaient des PV pour des problèmes de feu, etc. Et donc ça, au lieu d'apaiser, ça a aggravé la situation. Quand j'étais gamin, il y avait des CRS à la plage qui faisaient de l'animation, ils font toujours ça. Est-ce que c'est un truc à faire? Ou est-ce que... Les CRS sont pas assez contents de le faire en tout cas. Non, oui. Comme c'est le corps le plus syndiqué de la police. Non, mais parce que prendre cette question de la police est importante parce qu'il y a des décisions à prendre. Est-ce que du coup le bilan qu'on peut faire sur ce qu'on a beaucoup dit, que finalement ça avait quand même été, y compris des gens de la police disaient ça, que c'était pas une mauvaise idée, enfin à l'époque, que ça avait plutôt des effets positifs et que le fait de l'avoir brutalement arrêté était une mauvaise idée. Est-ce que ça c'est en fait une idée réussie? Il n'y a pas de réalité. Non, mais c'est-à-dire en fait, ce que vous dites, c'est pas, on n'a pas besoin de police, on a besoin d'une police locale qui soit efficace. Et là, peut-être que j'ai bien compris le message tout à l'heure. C'est peut-être bien quand même d'avoir parfois un tout petit peu plus de monde plutôt que de se dire ils peuvent facilement se balader de là à là à là. C'est en ce sens qu'une police de proximité, ça ne peut pas forcément dire déploiement en permanence sur le terrain de policiers visibles. Ça peut être aussi des moyens plus localement affectés dans un autre souci que celui de l'économie des dépenses publiques, mais dans le souci de l'efficacité des missions de protection publique. On peut avoir l'idée aussi que des policiers qui sont pas susceptibles de se balader d'une commune à l'autre, mais qui connaissent bien du coup leur terrain, etc., sont susceptibles d'être plus efficaces dans leur mission de policier. Ce qui peut être une manière de concevoir la police de proximité comme cela, à ne pas confondre avec une population d'éducateurs spécialisés de quartier qui auraient un képi sur la tête, parce que pour ça, c'est un autre métier, et que, comme vous l'avez dit, il faut peut-être des gens pour réparer les carreaux et améliorer les immeubles insalubres, et puis il faut peut-être des gens pour s'occuper des gamins qui sont en bas de l'immeuble qui n'ont rien à faire, et pas des policiers. Ce qui n'empêche pas qu'on peut penser l'idée d'une police de proximité dans un autre sens. Tout à fait. Le seul truc, c'est que je dis, voilà, il faut rompre, je pense, avec une pensée magique, la police pourrait résoudre tout. Voilà. C'est à un moment donné qu'ensuite, sur un quartier, les policiers soient connus et connaissent le quartier, alors évidemment, on ne peut pas être contre cette idée-là. C'est qu'à un moment donné, c'est notamment le principe qu'on fait quand même monter longtemps par la gendarmerie. Les gendarmes connaissaient assez bien un certain nombre de quartiers, là ils ne sont pas dans une même zone, etc. C'est différent, mais au fond, ça c'est plutôt une idée qui effectivement est une idée de bon sens et je ne pense pas qu'on puisse aller contre. C'est un moment. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait faire à ces policiers? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Ça c'est une vraie question. Et sans doute, et il faut sans doute assumer, ça c'est aussi une chose difficile sur la réforme de police, qu'on peut avoir des formes de déploiement policier dans certains quartiers, dans certains endroits, qui ne sont pas les mêmes que dans un certain nombre d'endroits. Parce que le problème il est là aussi, c'est qu'à un moment donné, la présence policière, ce que peuvent faire des policiers, c'est pas nécessairement quelque chose qui se pose de la même manière partout. Ça c'est un truc très très compliqué évidemment à poser, mais c'est vrai, intervenir, quelqu'un qui intervient déjà dans un centre dans le centre de Créteil, c'est pas exactement la même chose que le déploiement de la police au Mirail, ou dans un quartier très dégradé, etc. Donc je pense qu'il faut assumer qu'on peut avoir à un moment donné des formes de déploiement. La police de proximité, elle a été présentée comme un grand modèle, ils ont présenté Beauvais comme un modèle, machin, mais Beauvais, ils ont eu un renfort, ils ont eu 3 fois leurs effectifs. C'est facile d'avoir une modèle comme ça. Donc il faut réfléchir à cette question-là. Je pense que c'est une vraie question. Ça ne passe pas, à mon avis, par un déploiement massif. Je ne pense pas que si on multipliait par 2 le nombre de policiers, on aurait résolu la question. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à quel type de fonction, c'est quoi un policier républicain, est-ce qu'on peut lui demander, est-ce qu'on a le droit de lui demander, effectivement, et si le fait qu'il ait une connaissance, comment est-ce qu'on rétablit, effectivement, avec certaines fractions de la population, un lien, que le policier, c'est pas un ennemi. Quoi. Parce qu'il y a quand même dans un certain nombre de quartiers, c'est pas vu comme des gens. Alors admettons qu'on adopte la formule décroissance sécuritaire. Je suis pas sûr qu'il faille l'adopter. Non, mais qu'est-ce qu'on... Mais non, mais y compris pour reprendre ce que vous avez proposé, vous avez donné un certain nombre d'exemples, mais
moi, je retiens surtout la question de la dépénalisation, de la contraventionnalisation, ou les choses comme ça. Bon, bref, qui cherchent en fait des mesures qui cherchent à dégonfler, disons, la charge pénale d'un certain nombre de comportements. Et de travail aussi. Et de travail. C'est pas Alors, la même chose. qu'est-ce qu'on pourrait mettre en fait sous ce vocable, cette formule? À quoi ça sert la décroissance non, comment on réalise la décroissance sécuritaire? Je pense que la contraventionnalisation, c'en est une, parce que c'est pas juste une. Ça, d'accord. Ça, c'est pas juste une question. Ça, c'est que vous arrêtez quelqu'un de poursuivre, ça veut dire qu'il faut rentrer au commissariat, faire la procédure, Oui. etc. Donc c'est même du temps C'est fonctionnaire. aussi du temps fonctionnaire en moins. C'est du temps fonctionnaire, etc. Qui a des effets évidemment sur la justice. Bien sûr. En cascade, Bien sur sûr. toutes les affaires. Donc on dégonfle aussi contentieux, etc. On dégonfle les contentieux. Ok. Ça me semble un point important. Je pense que toiletter le code pénal, ça, c'est les libéraux l'ont proposé. C'est-à-dire à un moment donné, on a un code pénal qui est inflationniste. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a de plus en plus de choses. On fait des lois de circonstances à chaque fois qu'il y a un certain Oui, il y en a eu 13 sous Sarkozy, je crois, comme ministre ou comme président. C'est absolument hallucinant. C'est à un moment 5 donné, ans. c'est-à-dire remettre à jour un code pénal, tout simplement avec certains éléments. Toiletter le code pénal, c'est sans doute pas quelque chose qui est utile. Et surtout, la décroissance pénale aussi, ou la croissance sécuritaire, c'est aussi arrêter de penser à un certain nombre de problèmes comme sécuritaire. En termes de sécurité. Ça, je pense que c'est le gros truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ça. C'est à un moment donné. C'est-à-dire qu'on transforme la question sécuritaire en question sociale. On la traite, on la transforme, on la on la réencastre. réencastre. Et on voit ce qui dépend, c'est-à-dire à un moment donné, on arrête de le penser comme un problème en soi Oui, d'accord. et pour soi. D'accord. Si c'est quelque chose de conflictualité de voisinage, c'est pas nécessairement quelque chose qui relève de la sécurité. Peut-être que des policiers vont devoir intervenir, bien sûr, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on se donne les moyens de mettre autour de la table d'autres institutions, de penser d'autres manières de voir. Pensez, il y a un bel exemple de ça, c'est Gus Field, qui est un sociologue américain, qui a travaillé sur l'alcool, les problèmes entre alcool et conduite aux États-Unis. Et il se rend compte qu'autour de la table, il y a deux groupes qui s'affrontent, des médecins et des policiers. Et donc, alors là, non, c'est un problème de santé publique, non, c'est un problème, etc. Il se rend compte que, par exemple, il n'y a pas une question qui est posée, c'est le transport public. Et lui, il sort de la commission en disant, attendez les gars, vous opposez, est-ce qu'il faut pénaliser davantage ou est-ce qu'il faut soigner? Il dit, en réalité, les bars à San Diego, ils sont tous à la sortie de la ville, mettez des transports publics, il n'y a plus de problème. Et je trouve que c'est génial, parce que vous voyez que, vous avez 10 ans de commission, où les gens s'affrontent, alors des fois c'est plutôt la logique répressive qui l'emporte, des fois c'est plutôt la logique médicale, etc. Et à un moment donné, il dit tout simplement, mais regardez, on met des transports publics et les gens ils peuvent aller picoler, rentrer, il n'y a plus de problème. Mais ça, pour pouvoir... Il nous reste 10 minutes. Pardon. Mais pour pouvoir penser ça, il faut donc finalement casser le consensus punitif. Bien sûr. Déjà, on commence par là. Donc ça veut dire repenser, y compris la peine et son utilité, parce que finalement ça rejoint aussi l'idée de la contrepartie. C'est-à-dire qu'offrir une contrepartie, c'est aussi ne pas traiter la déviance d'un point de vue... Finaliste. Oui, finaliste, c'est-à-dire qu'il faut repenser la peine, finalement, ou la penser comme quelque chose qui ne soit pas une sanction, mais un moyen de réinsertion ou d'insertion sociale. On peut penser à la sanction, moi j'assume parfaitement qu'un certain nombre de comportements doivent être pénalisés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont... Dans le droit pénal, il fixe les frontières morales d'une société. C'est-à-dire qu'il y ait des choses, des comportements qui soient pénalisés, j'ai pas de problème avec ça. À un moment donné, on peut réfléchir, on peut discuter, savoir quel type de pénalité est-ce qu'il faut, évidemment. À un moment donné, la seule question qu'on doit se poser aujourd'hui, il y a quand même de gros travaux sur la désistance. Au fond, pourquoi les gens arrêtent de délinquer? C'est parce que la logique qui est la logique actuelle, c'est l'idée que les gens ils vont continuer, et que la seule chose qui les arrêtera, c'est qu'ils aient des peines qui les empêchent de continuer. On sent qu'en réalité, c'est pas ça qui se passe. Les gens, ils arrêtent à un moment donné. Ils arrêtent pour tout un tas d'autres raisons. Et là, il y a quand même des beaux travaux, je pense, de Marouane Mohamed, etc., sur la désistance, sur le fond, qu'est-ce qu'il faut que les gens y raccrochent. À un moment donné, faisons en sorte que l'action institutionnelle, elle soit à la fois capable de sanctionner un certain nombre de comportements inacceptables, c'est tout à fait important, c'est important pour les victimes, c'est important pour tout ça, et en même temps que cette action institutionnelle, elle ait la possibilité de faire en sorte d'éviter la récidive. C'est-à-dire, au fond, je crois que l'action publique, elle a double effet, c'est effectivement sanctionner un certain nombre de choses et éviter que les gens le refassent. Donc si à un moment donné, l'action publique, elle aggrave, elle rend les probabilités de récidive plus importantes encore, c'est qu'on se plante. Ouais. Et moi j'avais justement une question sur ça, sur qu'est-ce que vous pensez du bracelet électronique du coup? Alors le bracelet électronique, c'est typiquement la vraie fausse bonne solution. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la philosophie du bracelet électronique, c'est de dire au fond, les gens le voient de chez eux plutôt qu'en prison. Et ça, on peut être que d'accord. Enfin,
pour les contentieux auxquels c'est donné. Sauf qu'on se rend compte, et les études sont très claires là-dessus, pas simplement en France mais partout en Europe, qu'en fait on met des bracelets électroniques à des gens qu'on n'aurait pas envoyés en prison. C'est-à-dire que ça ne se substitue pas aux peines de prison, ça s'y rajoute. Et qu'est-ce que vous pensez des peines alternatives de type travaux d'intérêt général Alors, les travaux d'intérêt général, c'est évidemment, après, je ne suis pas un spécialiste des peines, etc. Je pense qu'il y a toute une série de choses qui sont des bonnes idées. La question des travaux d'intérêt général, c'est une bonne idée, mais tout le monde matraque que c'est une bonne idée exactement depuis 1983, donc, où on les invente. Donc, grosso modo, c'est autant une idée matraquée qu'elle est vachement intéressante que personne ne la met en place. C'est extrêmement coûteux, il faut récupérer des gens, les tiges c'est quelques heures, donc il faut qu'un service municipal récupère des gens. Enfin, C'est quand on aura vidé les prisons des 70% qui n'ont rien à faire en prison et qu'on aura remplacé les légitimes sections réparatrices et éducatives par des vrais travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un escroc en prison pendant 2 ans, on le mettra 1 an à travailler pour la société dans quelque chose d'utile, on trouvera des trucs pour la... Et puis ça vaudra le coup. Parce qu'effectivement, mobiliser des trucs pour un malheureux qui va venir 10 jours, etc. C'est très compliqué. Il faut vraiment une très bonne volonté. Bon, cela dit, ça peut être un coût supportable pour la société. Parce que je pense que pour les jeunes, ça peut avoir un effet. Ça peut être évidemment de loin préférable, mais utile. Donc si ça coûte quelque chose, c'est pas grave. Mais je pense que moi, aux peines de substitution, vraiment y compris pour des peines pour des délits beaucoup plus graves, une piste exploiter sérieusement. Il y a un truc qui marche très bien, par exemple. On sait que ça marche. Il y a un truc qui marche très bien. On peut transformer les gens par une véritable prise en charge dans une activité sociale insérée. Ça peut avoir des effets réparateurs pour les individus comme pour la société. Il y en a un qui est très efficace, c'est en termes de délinquance routière, les stages dans les hôpitaux d'accidentés de la route. Les gars qui vont bosser quelques heures, une dizaine d'heures dans un service, généralement, ça a des vrais effets sur les comportements à risque en matière de conduite. Il y a le dressage des chevaux dans le Wyoming. Pour les criminels, vous connaissez cette expérience, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Et parce qu'il nous reste quelques minutes. Il en reste 5 minutes. Oui, un point pratique important, puisque c'est une question d'actualité, sur le nécessaire contrôle judiciaire, une forme de contrôle de l'activité de la police. Parce qu'on voit bien les problèmes que ça nous pose très directement ces jours-ci. Vous avez évoqué un exemple, c'est britannique, c'est à New York, c'est Giuliani. Est-ce que ça c'est un modèle ou quel serait le bon modèle de ça c'est un modèle, je ne sais pas si c'est le bon modèle, mais en tout cas ça c'est un modèle qui est intéressant. C'est-à-dire ce sont des professionnels qui sont des juristes extérieurs à l'institution. Mais extérieurs, ils sont fonctionnaires, ils sont c'est une société privée. Non, c'était lié aux services municipaux. C'est la municipalité, c'est notre service municipal qui recrute des juristes, notamment dans les associations de défense des droits civiques. C'est typiquement pas une IGPN. Non, c'est pas du tout une institution, c'est du tout une IGPN. C'est-à-dire que sur les contrôles internes de la police, enfin un spécialiste, mais il y a 2 formes de contrôle. C'est un contrôle externe, on est d'accord. C'est des juristes recrutés, une espèce de service public non policier, évidemment. Non policier qui en effet. Donc ils sont professionnels, donc si tu veux, ils sont quand même dans une évaluation, on va dire, ils pèsent les choses. C'est ça qu'ils ont un poids sur la carrière des gens, ils ne font pas n'importe quoi. Parce que c'est aussi important. À un moment donné, que ce soit un principe de symétrie, que ce soit juste dans les 2 sens. Ça, c'était un bel exemple. Il y a des services de contrôle interne de la police qui font du boulot. Attention, il y a quelques services je pense notamment les Mossos d'Esquadra en Espagne, ils ont mis un service interne de contrôle du corps, qui est en réalité très efficace. Ils cachent des caméras cachées dans les salles d'interrogatoire, ils font ce genre de choses, ils ont poursuivi un certain nombre de tortures, enfin bon, c'est ça. Évidemment, ils ne sont pas très aimés. Bien dans le corps, c'est un peu compliqué. Il peut y avoir, en France, on est sur une autre chose, où on a des services qui sont très efficaces pour réprimer la déviance policière interne, en forme d'alcoolisme, des choses comme ça, qui fonctionnent bien sur l'intérieur, qui est beaucoup moins évidemment efficace sur la question des violences externes, etc., pour des raisons qui sont difficiles. Donc là-dessus, je pense qu'il y a
un certain nombre de choses. Et je reviens là-dessus, je pense que c'est pas tellement après que tu fais beaucoup d'affaires. Je pense que tu produis de l'autocontrôle. Ça, c'est une vraie. C'est le but. C'est le but. Et c'est Évidemment. l'intériorisation Oui. de la contrainte, c'est ce qui marche le mieux. Là, on est. Un bon système de contrôle, celui qui n'a rien à sanctionner. Je vous rappelle qu'on est quand même sur 25 ans de. Oui. Allez-y. Là, je ne sais plus, d'ailleurs, c'était. Il y avait titré un ancien policier qui titrait son bouquin Allez-y, on vous couvre. Oui, bien sûr. Ça, c'est évidemment, ça pose des problèmes, y compris des problèmes pour les propres. Et donc c'est un pouvoir de contrôle qui a des pouvoirs de sanction directe ou simplement pouvoir de déférer, par exemple, pour le coup devant la justice. Là, ils avaient des pouvoirs de sanction, ils avaient des pouvoirs sur les carrières. Ils avaient des pouvoirs directs de Sur sanction. les carrières? Ouais, mais c'est la municipalité, les flics à New York sont municipaux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Ils sont dans ce système-là, évidemment. Ils ont un système, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est que Oui. ils l'ont dans ce cas-là. Mais regarde quand même, ne serait-ce qu'une institution comme le contrôleur général des prisons en France. C'est quelque chose d'intéressant. Et c'est pas une institution muselée, qui n'a rien dit. Le fait qu'ils ont la possibilité de faire des contrôles inopinés, bon voilà, c'est quand même, aujourd'hui on a même des modèles qui peuvent exister. Tu vois, le contrôleur général des prisons, c'est sans doute une expérience à creuser. Regardez, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je sais que Delarue a fait des contrôles inopinés, tu vois, dans des maisons d'arrêt, débarquer à l'improviste, demander à voir les cellules, demander à discuter avec les gens, c'est pas mal. Enfin, à mon avis, voilà, il faut trouver des formes. Analogique. Voilà, le c'est contrôle. de l'analogie. Oui, oui. C'est pas comme New York. Oui. Comme ça, mais c'est. Voilà, donc je pense qu'on va Ah oui, s'arrêter là. En tout cas, C'était nous vous remercions c'était passionnant. pour cet exposé, cet entretien Éclairant. très éclairant et stimulant, très stimulant. Tant mieux. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bon courage à vous. Moi, c'était très facile. C'est pour vous, c'est très